Ok, on attend alors que les gens... oh, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue. euh, Merci d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. On va juste attendre quelques minutes pour les autres participants et on va commencer juste après 10 heures. Merci. Alors, je crois qu'on va commencer. Merci encore et rebonjour. Je m'appelle Christian Moussoni, je suis responsable marketing de la Diète dans la région francophone. Et avec moi, je suis avec mon collègue Noureddin qui va faire la présentation aujourd'hui. Euh, et on va commencer par des questions et puis on va commencer la présentation. Alors. Merci Chris, merci et bonjour à tous. Alors, pour me présenter, en attendant que vous puissiez répondre au questionnaire, au sondage qui a été affiché sur vos écrans. Moi, je m'appelle Noureddin Hiyani, je suis ingénieur application chez ID Technologies, responsable technique sur le segment des constructions verticales et complexes. Je suis basé au Maroc, en Nord-Afrique, et euh, j'ai un champ d'action plutôt sur toute la région francophone de l'Afrique et même les pays anglophones. J'ai déjà été en déplacement chez plusieurs pays de la région francophone de l'Afrique. Et voilà, donc notre rôle en tant que distributeur des produits Autodesk dans le continent africain, c'est de promouvoir ces solutions-là, montrer la valeur ajoutée et bien sûr essayer de proposer et de trouver les solutions adéquates aux différents utilisateurs des produits Autodesk. Comme vous savez, Autodesk elle a commencé avec AutoCAD dans les années 90, 90. Et aujourd'hui, Autodesk elle a beaucoup de produits, hein, on parle de plus de 100 produits différents. Donc, pour un client, pour un utilisateur, pour un professionnel du métier, de savoir quel produit intéresse son métier, c'est quelque chose qui est assez difficile. Donc, notre rôle un peu, c'est de faciliter la chose et d'essayer de vous montrer les différentes solutions qui existent et vous montrer leur valeur ajoutée pour votre propre métier. Et dans le cadre de cette démarche-là, aujourd'hui, on fait un premier webinaire sur le BIM pour les bureaux d'études structure. Donc, si vous faites de l'étude structure d'un projet de construction de bâtiment, ce webinaire est parfait pour vous. On va essayer de vous montrer un peu les différents workflows, on va dire, les étapes par lesquelles vous pouvez passer, ainsi que les produits à utiliser chez Autodesk pour pouvoir réussir un projet BIM sans aucun problème, et bien sûr avec une coordination et une transparence parfaite. Donc, comme vous voyez sur vos écrans, on a deux questions principales dans le sondage. La première, c'est quels outils Autodesk ou non utilisez-vous pour faire vos études techniques et produire des plans de structure. Donc, vous avez le choix entre AutoCAD, Revit, Robot Structure Analysis, Tekla, Advanced Seal, les produits Gradec, Advanced Design, Arch, FL, et aussi AutoCAD Structure Detailing, le fameux AST, ou bien AirCAD. Et la deuxième question, quels sont les types de projets sur lesquels vous avez l'habitude de travailler? Donc, soit des projets de type habitation, commercial, équipement public, ouvrage d'art, ponts et barrages, ou des projets industriels. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez très bien sélectionner plusieurs choix dans chaque question. Hein. Ce n'est pas limité à un seul choix possible. Ah, donc, on vous laisse un peu le temps de répondre à ces questions-là. Et ensuite, on peut continuer et enchaîner avec le webinaire.
Alors, je crois qu'on va donner 1 minute et puis on va commencer, Nurdine. Ok, Chris, merci. Alors, il faut savoir que ces questions-là, c'est juste pour un peu essayer de cadrer nos actions dans le futur, hein. On dit généralement le BIM pour le bâtiment. Vous savez qu'on a plusieurs intervenants dans le bâtiment, des cabinets d'architecture, des bureaux d'études, des consultants aux différents métiers, structure, plomberie, électricité, fluide de façon générale, génie acoustique de façon générale aussi, des bureaux de métiers de la coordination aussi, des bureaux de contrôle, et on a aussi des entreprises de construction, d'exécution, de vérification, de suivi des travaux d'exécution. Donc, vous voyez que c'est vraiment plusieurs intervenants, plusieurs métiers. Et là, grâce à ce questionnaire, on essaie de cibler des événements sur des métiers très spécifiques au lieu d'avoir des présentations et des événements de façon générale. On compte très, très bien dans le futur avoir des événements qui vont, par exemple, uniquement traiter les structures de bâtiments. Et là, on va essayer d'inviter des spécialistes dans le monde entier, dans ce métier très spécifique pour pouvoir essayer de présenter du contenu concentré sur des métiers très spécifiques. Ok, merci Nurdine. Je crois que tu peux commencer. Très bien, merci Assous. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est le BIM pour le bureau d'études structure. Étant donné que je suis un ingénieur de structure de bâtiment aussi, hein, et j'ai travaillé pendant 8 ans dans un bureau d'études de grande renommée au Maroc, avant de rejoindre l'équipe IDS, ça fait déjà 4 ans. J'ai déjà été confronté on va dire, à ce métier-là, et je sais très très bien comment ça se passe et comment on procède à une étude structure d'un projet de construction de bâtiment. Donc là, on va essayer de couvrir, on va dire, principalement 6 parties. Malheureusement, on n'aura pas assez de temps pour couvrir tout le programme aujourd'hui, donc on va diviser le programme en 2 parties. Le programme, on va commencer d'abord par une conception structurelle sur Revit. Donc, on fait une conception structurelle sur un projet de bâtiment sur Revit. Donc, soit en important un plan archi 2D et en faisant la conception dessus, ou dans le cas où on a un modèle architectural 3D et on veut se baser dessus pour faire notre conception structurelle sur Revit, bien sûr, à partir d'un modèle 3D archi. Ensuite, on va passer à la partie de calcul de structure, comment on fait le transfert vers Robot Structure Analysis pour faire le calcul de structure. Et bien sûr, comment faire le retour de Robot vers Revit pour ramener les mises à jour et les changements qui ont été faits sur Robot et les retrouver sur Revit. Ensuite, on va aborder la partie documentation, la documentation 2D qu'on peut produire à partir de Revit. Comme vous savez très bien, on a beau produire et concevoir des modèles 3D, ce n'est pas forcément ce qu'on va envoyer sur chantier pour construction. Il faut toujours revenir à des plans de détail 2D, de la documentation 2D, qu'on pourra ensuite communiquer au chantier, bien sûr, pour la partie exécution. Donc, on va voir comment on peut produire des documents, des plans 2D, avec une précision, bien sûr, et avec un niveau de détail souhaité, selon la phase de projet. À partir de Revit, comment on peut produire des coupes, des vues de détail, etc. Et aussi, une partie très intéressante et très importante, les métrés et estimations. Comment on peut extraire des quantitatifs et des métrés, et bien sûr produire des estimations sur Revit, ce qui est assez intéressant parce que c'est semi-automatique puisque les volumes et les quantités sont déjà présents dans le modèle 3D de Revit. Il suffit juste de demander à Revit de les afficher sur un tableau dynamique qu'on peut ensuite exporter vers Excel. Et enfin, lorsqu'on passe à la partie exécution, on a besoin des plans de détail, que ce soit en ferraillage béton armé ou des plans d'assemblage ou des détails métalliques en structure métallique. On va voir comment on peut produire des plans de ferraillage sur Revit et comment on peut extraire des tableaux de façonnage sur Revit. Et on va voir aussi comment on peut produire des plans de détail d'assemblage sur Revit et aussi comment on peut passer de Revit vers Advanced Steel pour produire des détails de charpente métallique Advanced Steel plus détaillés, plus avancés que ce qu'on peut faire sur Revit par défaut. Donc ça, c'est le programme en total. On va aujourd'hui commencer par la première, c'est la conception
sur Revit, la conception structurelle. Donc ici, j'ai, comme vous voyez sur mon écran, l'interface de Revit 2020. Donc, c'est, on va dire, la plateforme de base par laquelle on va commencer pour faire notre première conception. Et on va commencer par un nouveau projet en choisissant un gabarit structuriste. Donc, je clique sur Nouveau dans le modèle et je choisis gabarit de structure. Pour ceux qui ont les anciennes versions de Revit 2019 et moins, vous allez voir que c'est un petit peu différent dans la fenêtre de démarrage par rapport à ce que vous avez sur les anciennes versions, parce que c'est une mise à jour récente que Autodesk a fait pour essayer de réarranger les fenêtres pour avoir, on va dire, un affichage plus, on va dire, plus intuitif, plus intelligent et facile à utiliser par rapport à ce qu'on a. Donc, Autodesk cherche toujours à améliorer l'affichage des interfaces de ces logiciels pour les rendre plus intuitifs et faciles à utiliser. Bien sûr, en se basant sur les retours sur expérience des différents utilisateurs à travers le monde entier qui, par exemple, émettent des commentaires. Ce serait très intéressant d'avoir un fond gris, blanc, d'avoir des rectangles, on va dire des zones spéciales pour chaque partie de type de fichier, on va dire. Et en se basant sur ça, Autodesk essaie d'améliorer à chaque fois l'affichage et l'interface, l'aspect graphique visuel des différentes interfaces de ces produits. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette nouvelle interface. Donc là, je commence par un nouveau projet. Je me base sur un gabarit structure. Il faut faire attention à ne pas aller sélectionner un gabarit archi ou génie climatique. Ou si vous avez votre propre gabarit que vous avez déjà créé au préalable, bien sûr qui est orienté structure, allez-y, vous pouvez l'utiliser, mais il faut éviter d'utiliser d'autres gabarits qui sont disponibles pour d'autres métiers. Juste un exemple très simple, c'est que si on choisit un gabarit architectural, les vues en plan proposées dans le gabarit architectural sont par défaut des vues en plan orientées architecture. Donc déjà, tout ce qui n'est pas architectural, il est masqué par défaut dans les différentes vues. Donc si vous essayez de créer des éléments structurels dans une vue architecturale, dans un gabarit architectural, vous aurez ces éléments-là qui ne vont pas, qui vont disparaître au moment de la création. Parce que par défaut, cette catégorie d'objets, elle est masquée dans Revit, dans le gabarit que vous avez choisi. Donc ça, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je vais aller choisir tout simplement gabarit structure. Et je clique sur OK. Et bien sûr, ça va démarrer un nouveau projet vide. Bon, là, on va dire le terme vide va dépendre de votre gabarit. On peut très bien avoir un gabarit avec des éléments pré-modélisés dans l'espace de modélisation ici, comme on peut très bien avoir des gabarits comme celui-là qui sont complètement vides, dans lequel on peut commencer à partir d'un vide total et on peut commencer la conception. Donc là, j'ai commencé. Donc, la première des choses, c'est que j'ai déjà un plan architectural qui a été fait et je veux l'importer sur Revit pour travailler dessus en tant que fond de plan. Bon, je ne vais pas aller en détail et dire je vais créer des niveaux, etc. Ça, je présume que beaucoup d'entre vous savent déjà comment faire. Donc, si je vais dans les vues élévation, par exemple, pour aller voir les différents niveaux qui sont déjà créés par défaut dans ce gabarit. Donc, j'ai 3 niveaux, un niveau fondation à moins 4 mètres, un niveau, on va dire rez-de-chaussée ou niveau 1, comme appelé ici, avec latitude 0,0, et le niveau 2 avec latitude de 3 mètres par rapport au 0,0. Donc, je vais me contenter de ces 3 premiers niveaux par défaut. Et là, par exemple, je vais aller travailler sur le niveau 1 ou sur le niveau 2. Donc, je vois que le gabarit structure par défaut vient avec 2 vues en plan supplémentaires avec le suffixe analytique. C'est des copies des niveaux des vues déjà créées. Donc, vous voyez niveau 1 analytique, niveau 2 analytique. C'est exactement les mêmes vues, sauf que le type d'affichage à l'intérieur, il change pour afficher uniquement le modèle analytique. On va voir après qu'est-ce que c'est que le modèle analytique et comment on peut l'utiliser pour notre travail, pour notre métier de structure. Pour le moment, je vais juste les supprimer pour ne pas porter plus de confusion et je vais travailler sur le niveau 1 ici. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai dit, je dois apporter le plan ou le fond architectural que je vais utiliser comme base pour ma conception structurelle. Donc, je vais tout simplement dans l'onglet Insérer, ici, et je clique sur Lier CAO. Donc, CAO, ça veut dire un fichier de dessin assisté par ordinateur ou de conception assistée par ordinateur.
Donc là, je vais aller chercher mon plan que je vais lier, par exemple ici. Donc je vais tout simplement dans un répertoire que je connais, par exemple ici, voilà. Et donc j'ai un plan ici que vous voyez ici que je vais utiliser. Par exemple, je vais juste ouvrir ici pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, je vais aller carrément chercher ce fichier-là et l'ouvrir pour le voir sur AutoCAD et essayer de travailler avec, enfin pour voir un peu qu'est-ce qui nous attend. Alors, ce qui est recommandé de façon générale lorsqu'on veut travailler sur un projet BIM, c'est d'avoir chaque plan de niveau sur un fichier AutoCAD à part. C'est des règles de bonne pratique qu'on va essayer d'introduire. Donc, malheureusement, je ne réponds pas à ce critère-là sur ce plan-là, exemple. Donc, vous allez voir que j'ai plusieurs plans dans le même fichier. Normalement, on va voir le niveau rez-de-chaussée ici. Par exemple, ça, c'est le plan situation. Ça, c'est le plan rez-de-chaussée. C'est le même. Hein. Et ça, c'est le premier étage. Et celui-là, c'est le deuxième étage. Et j'ai aussi les élévations et les coupes au-dessous. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir chacune de ces vues-là dans un fichier AutoCAD à part. Et bien sûr, essayer d'avoir, pour les vues en plan, d'avoir les vues en plan dans les mêmes coordonnées. Ça veut dire que si je choisis un point de repère, par exemple, le coin inférieur gauche du bâtiment, j'ai les coordonnées propres à ce point-là. Je dois voir les autres niveaux du bâtiment dans exactement le même endroit. Comme ça, si j'ai à superposer ces niveaux-là, ils vont coïncider exactement au même endroit. Donc, c'est une règle de bonne pratique. Bien sûr, on n'a pas toujours des architectes qui vont nous donner ce genre de précision dans leur plan. Et je vous recommanderais, par contre, d'essayer de faire ça de façon manuelle quand vous recevez les plans architecturaux avant de commencer à faire la conception sur Revit. Donc, si par exemple vous recevez un plan comme celui-là, ce sera plus intéressant de copier cette partie-là et de la coller sur un nouveau dessin, par exemple, et copier celle-là et la coller dans un autre nouveau dessin et essayer de choisir les mêmes coordonnées entre les deux. Et encore une fois, faire la même chose pour le troisième, etc. Et bien sûr, enregistrer chaque fichier à part avec seulement une seule vue en plan et pas avoir toutes les vues en plan comme j'ai ici. Mais si vous avez quand même des trucs comme ça, c'est pas un problème, c'est pas grave, on peut quand même travailler avec. C'est pas quelque chose qui est contraignant. Donc là, ce que je vais faire, je vais revenir sur Revit et je vais cliquer sur lier CAO et je vais aller chercher le fichier que je vais utiliser, par exemple ici. Voilà. Et c'est celui-là que je vais utiliser. Maintenant, il y a quelques paramétrages à régler en bas de l'écran avant de cliquer sur ouvrir. Donc, est-ce que je vais choisir, est-ce que je vais conserver les couleurs du fichier AutoCAD ou est-ce que je dois juste imposer un coloriage noir et blanc? Et donc ça, on peut contrôler par la suite si je laisse conserver comme ça, pas de problème. Donc, je peux choisir d'importer tous les calques ou seulement les calques visibles sur le fichier AutoCAD, ou je peux choisir spécifier ici pour spécifier au moment de l'insertion quel calque je veux afficher et quel calque je veux masquer. Donc, encore une fois, ça aussi, c'est réglable après. Je vais laisser tous pour le moment. Donc, unité d'importation, je vais laisser sur détecteur automatique. Sinon, je peux très bien lui dire, je vais importer en mètres, en millimètres, etc. Et le plus important ici, c'est ces deux paramètres-là. Où est-ce que je veux placer ce dessin que je vais ramener? Et c'est quoi la position dans le plan XY? Donc, ça, c'est le Z. Je veux le placer dans le niveau 1, donc dans le niveau sur lequel je suis en ce moment. Et je veux le positionner automatiquement origine à origine. Ça veut dire qu'il va chercher l'origine, le repère de ce fichier-là, et il va le coïncider avec le repère de cet espace-là que j'ai ici. Sinon, si je choisis centre à centre, il va essayer de centrer le contenu du fichier AutoCAD et de mettre au centre de la vue que j'ai en cours. Sinon, j'ai d'autres méthodes pour faire ça de façon manuelle. Puis, si j'ai le fichier AutoCAD qui est spécifié dans les bonnes coordonnées, donc je vais choisir automatique, origine à origine. Comme ça, il va superposer les éléments dans leurs propres coordonnées. Et comme ça, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai le plan AutoCAD qui est à ses coordonnées exactes, et je veux retrouver les mêmes coordonnées sur le fichier Revit, donc j'ai choisi automatique, origine à origine. Et donc là, en cliquant sur ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Il va me ramener le fichier AutoCAD ici dans l'espace du niveau 1.
Donc là, si je fais un zoom étendu, je vois qu'il l'a amené ici. Voilà, donc il est là. Bien sûr, ce n'est pas un objet qui est figé, je peux à tout moment le déplacer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer cette vue-là pour la mettre au centre ici. Puisque là, pour cet exercice-là, je n'ai pas réellement des coordonnées que j'ai utilisées, on va dire, de façon propre. Donc, je vais choisir tout simplement comment le déplacer. Je choisis le premier point et je viens le placer ici au centre. Alors là, il me sort un message d'erreur. Impossible de déplacer l'élément verrouillé. Remarquez que quand je sélectionne l'objet, j'ai ici une trombone, on va dire, qui me verrouille la position de ce fichier. Donc, je vais juste cliquer dessus pour la désactiver. Et là, je peux tout simplement sélectionner, déplacer et refaire la même manip pour le mettre ici au centre. Voilà. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que je vois quand même les autres vues autour. Moi, j'ai seulement besoin de cette vue-là et je ne veux pas voir le reste. Alors, on n'a pas la même commande qu'on a sur AutoCAD, par exemple, pour les références externes, où on peut choisir de délimiter la référence externe et de ne afficher qu'une seule partie que je choisis moi-même. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jouer sur la vue en plan en cours pour délimiter la vue ou pour cadrer, on va dire, la vue, juste sur cette partie-là. Donc là, on ne sélectionne rien sur la vue en plan en cours. J'ai les propriétés par défaut de la vue en plan. Et j'ai deux options que je dois cocher en bas, c'est cadrer la vue et zone cadrée visible. Et je clique sur appliquer. Et là, un rectangle qui apparaît sur ma vue en plan, c'est, on va dire, le cadre de la vue. Donc, si je déplace ce cadre pour limiter juste cette partie-là, voir, je vais essayer aussi de faire afficher les symboles des élévations comme ça. Vous voyez que maintenant, je suis en train de réduire la vue juste sur cette partie-là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais juste masquer le cadre pour que ça ne me dérange plus. Donc, zone cadrée visible, je vais la décocher, appliquer. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai cadré toute la vue juste sur cette partie-là qui m'intéresse, bien sûr. Maintenant, autre chose, c'est que généralement, on est habitué à afficher le fond de plan architectural en couleur unique. Et donc là, on va voir comment on peut intervenir sur cette partie-là, comment on peut changer. Déjà, comment on peut afficher et masquer les calques dont je n'ai pas besoin. Par exemple, les calques de cotation ici, je ne veux pas les afficher. Et comment rendre l'affichage ou l'apparence uniforme, unicolore, et même essayer d'avoir une demi-teinte ou un affichage clair de ce fond de plan architectural sur mon métier structurel. Donc là, pour ce faire, je peux soit sélectionner l'objet, enfin on va dire le dessin importé, clic droit, remplacer les graphismes dans la vue par catégorie, ou tout simplement, je vais aller dans les options de visibilité et graphisme, soit avec le raccourci VV, ou avec VG, ou je peux tout simplement aller dans Gérer, et là, je peux accéder directement dans l'onglet Vue, ici, et là, je peux aller dans Visibilité/graphisme, ce bouton-là. Donc, c'est soit VV, soit VG, soit je peux tout simplement aller dans le ruban Vue, groupe de commandes graphisme, et je choisis la commande Visibilité/graphisme. Voilà. Et donc là, je vais plutôt m'intéresser à la catégorie importée, l'avant-dernière, juste avant filtre. Et donc là, je retrouve mon dessin villaproject.dwg que j'ai importé. Et quand je clique sur le plus pour dérouler, je vois les différents calques qui composent mon dessin DWG. Donc, vous voyez que je peux voir les calques ici. Donc, il suffit que je décoche un calque dans cette liste-là pour masquer le calque dans le dessin importé. Maintenant, si par exemple, je vous dis c'est quoi le calque pour les cotations, donc je n'arrive pas à retrouver le calque des cotations ici, il y a une méthode très très simple. Je sélectionne le dessin importé et dans le ruban contextuel ici, j'ai une commande qui s'appelle requête. C'est là. Donc la commande requête me permet d'aller sélectionner des objets à l'intérieur de mon dessin importé. Et là, je vais aller cliquer sur les cotations. Et là, dans les propriétés, type ligne, nom du bloc ND, etc. Calque niveau, donc je vois A-ANO-DIMS. Donc c'est ça le calque qui m'intéresse. Et donc là, je quitte la commande avec le bouton échappe, je reviens dans visibilité graphisme, catégorie importée, je déroule le dessin importé,
et je cherche le calque, c'est celui-là. Je le décoche, appliquer, OK. Et donc là, vous voyez que les cotations, tout le calque a été masqué. Donc là, c'est comme ça que je peux faire pour masquer les calques qui me dérangent, dont je n'ai pas besoin sur un plan AutoCAD importé sur Revit. Maintenant, si je veux changer l'apparence, donc je vais sélectionner tous les calques ici dans la liste. Avec le bouton Shift, je clique sur le dernier et je vais aller dans la colonne ligne, dans projection surface et je clique sur remplacer. Et là, donc, le motif pas de remplacement, je laisse le même motif qui a été utilisé, discontinu, continu, etc. Et je vais aller dans la couleur et je vais dire, par exemple, je vais afficher ça en couleur, par exemple, rouge. OK. Voilà. Et donc là, je remonte au dessin ici et je vais cocher l'option demi-teinte pour l'afficher en demi-teinte. Et je clique sur appliquer. OK. Et donc là, vous voyez que c'est un rouge, mais c'est un rouge demi-teinté. C'est un rouge clair. Comme ça, je sais que c'est juste un fond de plan que je vais utiliser pour faire ma conception structurelle. Et donc là, vous voyez que il ne me dérange pas du tout, hein. Donc, je le vois ici. Je peux travailler avec sans aucun problème. Et donc là, je peux commencer ma conception structurelle. Donc, je vais dans l'onglet structure, poteau. Je choisis par exemple la section de poteau qui m'intéresse, 30 par 45. Si je veux créer ma propre section, par exemple 30 par 30, comme section minimale, on va dire, je vais dans la famille des poteaux béton rectangulaire et je vais aller dupliquer la famille existante pour dire je veux une nouvelle famille qui fait 30 par 30, par exemple comme ça, et je vais aller dans les dimensions 0,30 par 0,30 et je clique sur OK. Et voilà, donc j'ai une nouvelle section. Si je veux renommer le reste, c'est pas difficile. Je vais aller sélectionner d'autres poteaux, renommer 30 par 45. Et je fais de même pour les autres 45 par 60 et aussi 60 par 75. Voilà. Donc, comme ça, je peux très bien renommer les poteaux. Donc, ça, c'est juste des modifications de famille. C'est du basique sur Revit. Je reviens sur la section de poteau 30 par 30. Je veux que le poteau aille en hauteur ou en profondeur. Par exemple, si je travaille pour les poteaux en fondation. Sinon, si c'est des poteaux en élévation, je vais aller choisir des poteaux qui vont en hauteur pour atteindre le niveau 2, par exemple, comme ça. Donc, là, j'ai choisi la section. Là, j'ai choisi la direction. Et je choisis que le poteau atteigne le niveau 2. Ça veut dire que la hauteur du poteau, c'est la différence entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc, ne faites pas attention au 2,5 ici. C'est juste une valeur par défaut qui est affichée sur Revit par défaut. Et donc là, j'ai choisi ma section de poteau. Maintenant, il me reste juste à aller l'insérer. Et bien sûr, on va essayer de faire une conception structurelle plus ou moins correcte. Donc là, je viens positionner mon premier poteau ici, comme ça. Je le sélectionne. Malheureusement, sur Revit, on n'a pas la possibilité de choisir si on veut insérer un poteau à partir du centre ou à partir du coin supérieur gauche, supérieur droite, inférieur gauche, inférieur droite, milieu gauche, etc. Je sais que d'autres logiciels proposent cette option à l'insertion pour les poteaux. Pour Revit, malheureusement, il faudra aller modifier la famille des poteaux pour choisir le repère du poteau comme étant l'origine à chaque fois dans les différents points. Mais malgré ça, ça va créer autant de types, autant de familles de poteaux que de points d'insertion nécessaires pour cette option-là. Ce qui n'est pas assez pratique et n'est pas assez rentable pour Revit. Alors, il vaut mieux juste insérer le poteau quelque part et revenir le déplacer. Donc là, ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai inséré le poteau, donc là, j'ai une petite incertitude que je dois corriger. Je sélectionne et je vais choisir d'aligner. Par rapport à cette ligne-là, je vais aligner ce poteau-là ici. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller copier ce poteau-là dans les autres parties pour l'insérer, bien sûr. Donc là, je choisis copier et je vais, par exemple, avoir un poteau dans ce coin-là. Donc, je sélectionne le point de départ, c'est celui-là. Et je viens le copier, par exemple, ici. Ensuite, je peux très bien aller, par exemple, avec le bouton Shift que je maintiens. Je voyais que je fais là une copie avec une translation, on va dire, dans une seule direction. Donc, je verrouille le déplacement dans l'autre sens. Donc là, je vais l'insérer ici.
Vous voyez que ma commande copie automatiquement sur régler sur multiple parce que ça se rappelle toujours de la dernière fois qu'on a utilisé la commande et c'était quoi l'option qui a été activée. Donc, si je décoche l'option multiple, il me permet juste de faire une copie une seule fois et ensuite la commande s'arrête. Donc, ça, c'est juste quelques options. Donc, on voit juste le poteau, il est un peu mal positionné ici. Alors, est-ce qu'on peut décaler ce poteau-là et avoir un poteau plus large ici pour supporter cette partie-là? C'est des choix de conception, c'est purement technique. Donc, je vais juste tout simplement choisir d'aligner par rapport à cette ligne-là, je vais aligner cette ligne-là. Voilà. Et donc là, vous voyez que je peux très bien faire une conception. Ensuite, je sélectionne les 3 poteaux avec le bouton contrôle et je vais les copier, par exemple, pour faire la deuxième trame ici, comme ça. Et donc, vous voyez que c'est très bien, sauf que, par exemple, ici, ce n'est pas bien positionné. Donc, je vais refaire le même travail et je vais l'aligner par rapport à celui-là. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on peut facilement faire de la conception sur Revit, comme on a l'habitude de faire sur AutoCAD. Il n'y a pas de limitation sur Revit, au contraire. Et encore là, on travaille en 3D parce que je peux ensuite aller dans le niveau supérieur et insérer le plan du niveau supérieur pour travailler avec. Et vous voyez déjà les poteaux parce qu'ils sont en 3D. Je les vois ici. Et je peux très bien voir l'impact des poteaux que j'ai insérés au niveau inférieur. Je peux voir leur impact sur le niveau supérieur. Généralement, ce qui est les règles de bonne pratique dans une conception structurelle, c'est de commencer par le niveau le plus haut et ensuite descendre et vérifier. Parce que un poteau qui descend du 5e étage peut impacter les étages inférieurs. Par contre, un poteau qui monte de l'étage inférieur, puisqu'on a toujours des formes, on va dire, qui reculent de bâtiments, on peut toujours avoir un poteau qui s'arrête à un moment, à un niveau spécifique et ne continue pas jusqu'au niveau supérieur. Alors que si on positionne un poteau au niveau 5e étage, si je puis dire, forcément ce poteau doit aller jusqu'au niveau rez-de-chaussée. Il y a certains cas de conception où on arrête les poteaux sur des poutres et ils vont pas avoir de fondation, ils descendent pas jusqu'au niveau inférieur. Je sais que pour la majorité des pays de la région francophone où la réglementation parasismique est, on va dire, est active, généralement, le bureau de contrôle déconseille et refuse ce genre de conception où on a un poteau qui descend sur une poutre, ou plutôt un poteau qui est supporté par une poutre comme sa fondation. Donc, c'est un élément qui est déconseillé en structure, mais on peut quand même l'avoir dans des cas de figure très, très spécifiques. Donc, vous voyez que je peux très bien faire de la conception très, très rapide sur Revit. Donc là, j'ai fait ça juste pour les poteaux. Maintenant, supposons que j'ai fait ma conception et je veux maintenant masquer le fond de plan. C'est très, très simple. Je sélectionne ce fond de plan et je peux choisir de masquer toute la catégorie des éléments importés. Donc, je peux aller dans visibilité graphisme, encore une fois, catégorie importée, et je peux tout simplement décocher ce fichier-là ici. Alors, je décoche tous les fichiers importés de DWG, appliquer OK, et vous voyez que là, je ne le vois plus. Ça va juste masquer ce plan ici, mais si j'ai le même fichier inséré dans plusieurs vues, il va être quand même affiché dans les autres vues. Donc là, parce que ce réglage-là, c'est des réglages de visibilité et graphisme juste dans la vue en cours qui s'appelle niveau 1. Donc, ça ne va pas impacter tout le projet que j'utilise. Alors, la meilleure méthode, si je veux carrément masquer le fichier que j'ai importé dans tout le, on va dire, dans tout le projet Revit, je vais plutôt aller décharger ce fichier-là dans le gestionnaire de liens. Donc, je vais aller dans Insérer. Et c'est là où j'ai inséré le fichier CAO. J'ai juste à côté Gestion des liens. Ici, celle-là. C'est comme la fenêtre de gestionnaire des références externes sur AutoCAD. C'est exactement la même fonction. Sauf que là, on n'a pas juste des références externes 2D, on peut avoir plusieurs types de références externes, Revit, IFC, plan 2D, annotation DWF, etc. Et donc, moi, j'ai inséré un plan CAO, donc je vais aller dans l'onglet format CAO et je retrouve mon fichier ici que j'ai inséré. Je le sélectionne et je vais cliquer sur décharger, tout simplement, et je clique sur OK. Et donc là, j'ai déchargé le fichier CAO qui s'appelle Villa Project dans tout mon projet Revit, pas seulement dans la vue en cours. Donc, je peux à tout moment revenir dans Format CAO, celui-là, et je peux le recharger
et je clique sur OK. Et il réapparaît à sa propre position, à la position exacte dans laquelle il a été inséré au départ. Donc, vous voyez que c'est très, très facile de faire de la conception sur Revit avec un plan archi 2D fait sur CAO ou sur d'autres formats de fichiers différents. Donc là, remarquez que quand je clique sur lier CAO, AutoCAD me propose plusieurs formats de fichiers, hein, pas seulement des VG. Donc, je peux insérer DXF, DGN, fichier .stat, fichier SketchUp. Donc, je peux très bien avoir plusieurs formats de fichiers. Donc, vous voyez que la majorité des outils de dessin cités par ordinateur proposent d'exporter vers le format d'échange standard DXF. Et donc, je peux toujours importer vers DXF ou DWG, bien sûr, qui est devenu un format standardisé dans le secteur de la construction de façon générale. Donc, ça, c'est pour importer un plan de dessin 2D. Maintenant, si votre architecte vous propose un modèle 3D au lieu d'avoir un dessin 2D. Donc, si l'architecte a travaillé sur un modèle 3D et il vous a envoyé un modèle 3D et vous voulez insérer ce modèle 3D sur votre modèle structurel. Alors, donc déjà là, je vais aller supprimer le fichier CA que j'ai inséré, supprimer carrément. Donc là, il va être déchargé et supprimé carrément. Et là, je dois le recharger manuellement si je veux le retrouver sur mon fichier Revit. Là, je vais supprimer les poteaux que j'ai insérés tout à l'heure. Maintenant, si l'architecte m'a envoyé un modèle Revit, donc je peux tout simplement aller utiliser la commande lier Revit que vous voyez ici. Si l'architecte a utilisé un autre outil de modélisation que Revit, par exemple Archicad, hein, qui est très très connu, il faut savoir que Archicad peut toujours exporter au format IFC. Et là, je peux venir ici choisir lier un fichier IFC. Donc, je vais choisir le cas où j'ai un modèle Revit. Je vais par exemple vous montrer un fichier Revit que j'ai déjà, que j'ai créé. Donc là, c'est un petit projet Revit que vous pouvez voir. Donc, il est très très simple. Hein. Donc, je vais juste désactiver la zone de coupe. Donc, vous voyez, c'est une boîte simple avec 4 façades, une porte d'entrée. C'est un R+1 avec une terrasse inaccessible. Et donc là, si j'active la zone de coupe pour voir à l'intérieur, donc vous allez voir qu'au niveau rez-de-chaussée, donc l'arrangement est relativement très simple. Hein. C'est un espace bureau, on va dire une administration. Et ici, avec des escaliers, ici je montre à l'étage supérieur. Voilà, donc le niveau supérieur, vous voyez, c'est relativement très très simple comme agencement. C'est des bureaux qu'on a ici dans ce projet-là. Et donc là, supposons que ça, c'est un modèle architectural que l'architecte a créé et il vous a envoyé et vous voulez importer ce modèle archi pour travailler dessus pour votre conception structurelle. Donc, je vais fermer ce projet-là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais aller dans le fichier structure, dans le projet structure de Revit et je vais aller choisir lier Revit. Celle-là. Et il me demande de chercher le modèle Revit, c'est celui-là, modèle archi. Et donc là, vous voyez que j'ai pas beaucoup d'options par rapport à ce que je peux avoir, ce qu'on a vu tout à l'heure pour les fichiers CAO. Donc pour Revit, c'est très simple, hein. Je peux juste choisir le positionnement, origine à origine, centre à centre, à l'emplacement partagé. Ça, c'est des coordonnées qu'on peut avoir pour les projets partagés. Ou je peux choisir d'insérer ça manuellement. Généralement, si l'architecte avait inséré son projet aux coordonnées exactes sur Revit Archi, alors je vais tout simplement choisir automatique origine à origine. Comme ça, il va superposer les deux origines des deux fichiers Archi et structure et il va mettre le fichier Archi dans l'emplacement exact tel que l'architecte l'a conçu au départ. Si l'architecte n'a pas tenu compte des coordonnées ou de la position exacte du projet dans, on va dire, l'espace, là, on peut juste choisir automatique centre à centre. Je veux juste que le modèle archi soit centré au centre de mon fichier structure, de mon modèle structurel. Donc ça, c'est très, très important. Donc, puisque le fichier archi que j'ai utilisé ne tient pas compte des coordonnées, je vais utiliser la deuxième option, plutôt la première, centre à centre. Et je clique sur ouvrir. Et donc là, il va être importé directement. Et il va être centré par rapport à mon espace, à mon modèle 3D.
Nourdine, on a une question sur le chat. Oui, oui, je viens de la lire, merci. Alors, je vois une question. Toutes les fois où j'ai utilisé le format IFC, le fichier importé dans Revit avait des erreurs. Y a-t-il un paramétrage à effectuer avant l'importation? Très bien, c'est une très très bonne question. Lorsque j'essaie d'importer un fichier IFC, il faut savoir que les fichiers IFC, on a des versions. On appelle des fichiers IFC 2x2, 3x2, IFC 4, qui vient de voir le jour récemment. Et c'est là où on a un problème majeur dans les fichiers IFC, parce que si on sort d'un logiciel A avec le fichier IFC version, par exemple, 2x2, et je viens le lire dans Revit, ce n'est pas la même chose que si je sors de ce logiciel-là avec un fichier IFC 4 et pour aller dans Revit. Déjà, la version, il faut voir est-ce que la version des IFC est supportée par la version en cours de Revit. Je sais que la version IFC 4 a été intégrée dans Revit dans la version 2017, si je ne dis pas de bêtises. Alors, supposons que vous utilisez Revit 2016 et vous voulez importer un fichier IFC version 4. Revit 2016 ne supporte pas la version 4, donc on ne pourra pas l'importer. On aura des erreurs. Autre chose, c'est que il faut régler certains paramétrages avant de sortir, de quitter le logiciel A, par exemple Archicad, je reviens encore sur le même exemple. Si je fais le mauvais paramétrage dans Archicad avant d'exporter le fichier IFC, je risque d'avoir des erreurs et des erreurs de traduction, de translation entre Archicad et Revit. Pourquoi? Je vous donne un exemple très très simple. Quand je veux sortir d'Archicad, j'ai une forme de mur qui est assez bizarre. J'ai utilisé une commande spéciale dans Archicad pour créer ce mur-là, par exemple, avec cette forme bizarre. Et c'est une catégorie d'objets qui est assez unique dans Archicad, mais qui fait partie des objets murs. Et si vous voulez exporter au format IFC ce mur-là de façon spécifique et vous voulez le reconnaître en tant que mur dans Revit, il faudra régler le paramétrage d'exportation IFC sur Archicad pour dire que cette catégorie d'objets spécial dans Archicad, ça reste quand même un IFC wall, par exemple, ou un IFC mur. Comme ça, quand je reviens dans Revit pour importer ces murs-là, il va lire que ça, c'est un objet IFC wall, et donc automatiquement, il va le convertir en mur dans Revit. Donc, si on fait le mauvais réglage dans Archicad pour dire qu'en fait, ça, c'est un objet générique avec une forme géométrique de base, quand on va essayer de l'importer dans Revit, il va l'importer en tant que volume, pas en tant que mur. Ou peut-être il ne va même pas l'importer. Et donc là, il faut faire attention. Donc, c'est des paramétrages à régler lorsqu'on exporte au format IFC depuis le logiciel A. Et aussi, certains paramétrages à régler ici dans Revit pour lire le bon format de fichier IFC. Donc, il y a toujours des paramètres à régler ici. C'est la même logique aussi hein, quand on veut exporter dans Revit au format IFC. Ici, regardez dans Exporter, Option IFC. Et là, j'ai vraiment toute une catégorie que je peux aller changer et modifier comme je veux. Donc, c'est vraiment du réglage très, très spécifique. Donc, vous voyez ici, la liste est très, très longue. On va essayer de chercher, d'exporter chaque type d'objet depuis Revit vers le format IFC souhaité pour que ce soit lisible sur le logiciel de destination. Donc, il faut faire attention un peu avec le format IFC. Donc, déjà, il faut vérifier est-ce que la version d'export et import IFC elle est compatible entre les logiciels. Si c'est le cas, il faut voir c'est quoi le paramétrage. Bien sûr, il faut faire le premier test, voir c'est quoi l'erreur avec les objets, c'est quoi les objets concernés par l'erreur, et revenir vers le fichier source, par exemple Archicad, et essayer de paramétrer l'export IFC de façon à résoudre ce problème-là, cette erreur-là, avant d'exporter depuis Archicad vers Revit. Donc ça, c'est une méthode pour pouvoir régler l'import et l'export. Il y a beaucoup de vidéos dans ce sens-là qui ont été publiées sur YouTube par nos partenaires du monde entier, hein, qui ont publié des articles et même des tutoriels comment bien paramétrer l'export IFC pour l'importer sur Revit. Et je vous inviterai, on va essayer de partager avec vous sur notre page officielle de Ideate sur LinkedIn et Facebook. On va essayer de partager des liens qui vont répondre à ces questions-là pour montrer comment on peut régler ce paramétrage-là pour avoir de l'import-export IFC sans erreur.
Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé le modèle archi dans mon modèle structurel, mais remarquez qu'ici, je vois uniquement les axes et la dalle. Donc, ce que vous voyez ici en tant que contour, c'est la dalle. Tout le reste, je ne le vois pas. De même, si je vais dans la vue 3D, bon, vous voyez que dans la vue 3D, je vois que les planchers, enfin les dalles, et les niveaux. Donc, je ne vois pas tout le reste. Tout à l'heure, on a vu tout le projet archi qu'on a vu tout à l'heure. Alors, si vous voyez, si vous avez ce genre de problème, c'est tout simplement parce que vous travaillez sur un gabarit structurel et vous essayez d'afficher des éléments de gabarit architectural. Par défaut, le gabarit structure, il affiche tout ce qui est structurel et par défaut, il est réglé sur masquer tous les autres métiers qui ne sont pas structurels. Donc, si j'ai une fenêtre qui est un objet architectural, si j'ai un mur architectural, je ne le verrai pas sur un gabarit structure comme celui-là. Et pour résoudre ce problème, c'est très très simple. Donc, je vais dans visibilité et graphisme, donc soit dans vue, visibilité et graphisme, soit je fais VV ou VG, c'est la même chose. Et je vais dans, là, je ne vais pas dans catégorie importée, je vais dans lien Revit. Donc, vous voyez, tout à l'heure, ça n'apparaissait pas parce que je n'avais pas importé de modèle Revit dans mon projet. Donc là, puisque j'en ai importé un, j'ai ici lien Revit. Et donc là, je vois le nom du fichier, modèle archi.rvt. Et c'est là où je peux régler comment je veux voir ce modèle lié dans cette vue-là, qui est la vue 3D par défaut. Donc, par défaut, Revit, il est réglé sur affichage par vue d'hôte, sur les paramètres d'affichage des éléments importés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais importer un modèle 3D Revit dans ce modèle-là, ce modèle, le type d'affichage appliqué, c'est le type d'affichage de la vue en cours, pas le type d'affichage du modèle que j'ai ramené avec la commande liée Revit. Donc, il va appliquer les paramètres d'affichage actuels sur le fichier actuel. Et donc, il ne va pas ramener les paramètres d'affichage du fichier source. Ça, c'est quelque chose que je peux changer. Quand je clique sur ce bouton-là, donc par défaut, il est réglé sur celle-là, je vais lui dire non, je vais avoir les paramètres d'affichage par vue liée. Et donc là, il retrouve la vue 3D correspondante à cette vue-là, ça s'appelle 3D. Comme je peux très bien aller choisir une autre vue 3D, si j'en ai une autre dans mon fichier, je vais choisir laquelle, à partir de laquelle je vais avoir les paramètres de vue de cette vue en cours. Donc, si j'ai plusieurs vues 3D ici, je peux choisir quelle vue 3D je veux utiliser pour copier les paramètres d'affichage dans la vue en cours, juste pour cet objet-là. Donc, je choisis celle-là. Pour cet exemple, j'ai juste une seule. Appliquer. OK. Appliquer. OK. Et vous voyez maintenant, j'ai appliqué les paramètres d'affichage de la vue source, enfin du fichier importé. Et donc là, je vais juste aller régler l'option d'affichage et graphisme sur ombrage. Et là, vous voyez que j'ai exactement le même affichage que ce que j'avais sur la vue architecturale. La même chose dans la vue niveau 1, je vais dans VV ou VG, lien Revit. Donc là, dans les paramètres d'affichage, je vais choisir par vue liée. Et donc là, j'ai le choix parce que dans le fichier lié, qui est le modèle archi, j'ai déjà 3 plans différents. Donc, premier étage, rez-de-chaussée, toiture. C'est des plans de faux plafond. Hein. Donc, je vais choisir plan de faux plafond, rez-de-chaussée. Et je clique sur appliquer, OK, appliquer, OK. Et donc là, j'ai l'affichage du faux plafond de la vue architecturale. Alors, pourquoi faux plafond et pourquoi pas vue en plan normal architectural? Parce que lorsque je travaille sur un gabarit architectural, par défaut, les vues en plan archi sont paramétrées sur la logique de vue architecturale. Vous savez que pour un architecte, on va couper, lorsqu'on dit un plan rez-de-chaussée, on va se mettre au niveau du rez-de-chaussée, on va couper à 1,20 m et regarder vers le bas. Lorsqu'on est dans le métier de la structure, on dit plancher au rez-de-chaussée. Ça veut dire qu'on est dans les rez-de-chaussée, on coupe à 1,20 m et on regarde vers le haut, pas vers le bas. Et donc, si on regarde vers le haut, côté architectural, c'est ce qu'on appelle les plans de faux plafond. C'est pour ça que Revit, il a vu que j'ai les orientations des vues structurelles orientées vers le haut. Il va chercher des vues qui ont la même logique dans le modèle archi. Et c'est les vues de faux plafond. C'est pour ça qu'il m'a proposé les vues en plan des faux plafonds et pas les vues en plan d'étage, comme on l'appelle dans un modèle architectural. Et donc là, je peux aussi revenir dans le modèle Revit et je peux choisir
demi-teintées pour les afficher avec une demi-teinte. Et je peux même aller intervenir un peu sur cet objet-là. Donc, je peux carrément aller personnaliser la vue, le détail. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Mais vous pouvez, qu'on peut, bien sûr, appliquer des paramètres comme ça ici. Et donc, vous voyez, ça devient une vue de fond de plan. Bon, je vais plutôt désactiver cette option-là. Parce qu'après, il va uniformiser les types de lignes, chose que je veux pas. J'aimerais bien voir les murs du niveau supérieur et les murs du niveau inférieur. Donc là, vous voyez que je peux très bien apporter un modèle archi sur lequel je peux travailler. Donc c'est la même logique encore une fois. Donc là, je peux venir mettre en place mes poteaux et commencer ma structure sur le plan architectural, sur le modèle architectural. Maintenant, ce qui est très intéressant, lorsqu'on travaille avec un modèle 3D, contrairement à ce qu'on peut faire avec un plan 2D, le modèle 3D me permet aussi de copier des éléments à partir du modèle. Supposons que, si je vais dans les niveaux, par exemple, ici, et donc là, je vois les niveaux que j'ai dans mon projet, c'est ces niveaux-là. Dans cette vue-là, je vais aller choisir aussi demi-teinte. Et donc là, ça, c'est les niveaux que j'ai dans mon projet, et ça, c'est le niveau de l'architecte. Et je vais utiliser les mêmes niveaux que l'architecte dans mon projet structurel. Alors, il y a un moyen sur Revit qui me permet de copier des objets depuis un modèle archi vers le modèle structurel. Et ce n'est pas juste un simple copier-coller, c'est ce qu'on appelle le copier-contrôler. Donc, je peux copier des éléments qui vont garder le lien avec le fichier original architectural. Donc là, je vais dans l'onglet collaborer, copier-contrôler, sélectionner le lien. Donc là, il me demande de sélectionner le lien ou le modèle Revit lié à partir duquel je vais copier. Je sélectionne ce modèle-là. Et là, vous voyez que la fenêtre a changé. Maintenant, je me propose un ruban contextuel spécial pour la commande copier-contrôler. Donc là, je vais choisir la commande copier. Je vais cocher l'option multiple. Et je vais aller sélectionner les 3 niveaux ici, depuis le modèle archi. Une fois que je termine, je clique sur terminer ici. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me copier ces niveaux-là dans mon propre fichier Revit structure. Et donc là, une fois que je termine, je clique sur terminer. Et là, j'ai copié ces niveaux-là. Donc là, si on veut le voir ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller désactiver le modèle que j'ai importé. Donc, gestion des liens. Et là, dans la gestion des liens, je choisis l'onglet Revit. Et je choisis de décharger, juste pour ne pas le voir ici. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai copié maintenant ces niveaux-là. Et si je les sélectionne, je vois un petit symbole ici qui ressemble à la commande de copier-contrôler. Donc les 3 niveaux possèdent le même symbole à chaque fois que je les sélectionne. Ils vont afficher ce symbole-là. Ça veut dire que c'est des éléments qui ont été copiés à partir d'un modèle Revit et ils ont toujours le lien avec le modèle original. Donc, je peux faire ça pour les niveaux, je peux aller faire ça pour les axes carrément. Donc là, je reviens, je recharge le modèle archi, je clique sur OK. Supposons que je vais copier les axes que j'ai ici à partir du modèle architectural. C'est exactement le même travail. Collaborer, copier-contrôler, sélectionner le lien. Je sélectionne le modèle importé. Et là, je vais aller dans la commande copier ici. Je choisis l'option multiple. Et je vais aller sélectionner les axes ici. Et avec le bouton contrôle, je sélectionne les axes de l'autre direction. Une fois que je termine la sélection, je clique sur terminer. Et là, il m'a apporté tous les axes. Il les a copiés sur mon fichier. Et je clique sur terminer. Donc, je les vois ici. Et chaque fois que je sélectionne un axe, je le vois avec ce bouton-là qui me dit que le fichier est toujours lié au modèle source. Donc là, qu'est-ce que je fais? Supposons là que je vais, par exemple, enregistrer ce fichier-là, fichier structure, par exemple, et je le mets dans un répertoire spécifique. Et je vais fermer carrément ce projet-là. Maintenant, supposons que l'architecte a fait un changement et il m'a envoyé une nouvelle version de son modèle 3D. Peut-être qu'il a changé en niveau, peut-être que le premier étage, par exemple,
Au lieu d'avoir 5 mètres de hauteur, il est devenu juste 4 mètres de hauteur, comme ça. Et sur les vues en plan, par exemple, supposons que l'axe, bon, allez, je prends n'importe quoi, l'axe D s'est déplacé ici, par exemple, la distance entre, on va dépasser l'axe D, par exemple, de 1,60 m dans cette direction-là. Et j'enregistre ce fichier-là et je le ferme. Donc, l'architecte m'envoie sa nouvelle version de modèle 3D. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder le même nom et je vais écraser l'ancienne version que j'avais liée dans mon modèle structurel. Ou, ce que je peux faire, je peux tout simplement relire. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut lire le fichier lié Revit à partir d'une autre source de fichier, pas à partir du fichier que j'ai changé. Maintenant, quand je ouvre mon fichier et que le modèle archi a changé, Revit me sort cette fenêtre-là et il me dit que une occurrence de lien requiert une révision de coordination. Donc, je clique sur OK pour continuer l'ouverture, mais je sais qu'il y a eu un changement quelque part et je dois faire une révision de coordination. Donc là, vous voyez que dans le fond archi, l'axe D s'est déplacé. Et donc là, mon modèle structure, l'axe D il est toujours là. Quand je sélectionne cet axe-là, par exemple, ou quand je vais aller sélectionner, par exemple, tout le modèle lié, j'ai une commande qui s'appelle révision de la coordination, qui apparaît ici dans le bouton, dans le ruban contextuel. Donc là, quand je clique sur cette commande-là, il me sort cette fenêtre. Donc, si elle est vide, ça veut dire que j'ai aucun problème de coordination. Tout est à jour, tout est bien coordonné. Maintenant, si j'ai des problèmes de coordination entre le modèle archi et les éléments que j'ai copiés, il va me les sortir ici. Donc là, j'ai deux éléments. J'ai les niveaux qui ont changé et les quadrillages. Donc là, il me dit que le niveau, donc si je vais en détail, le niveau a été déplacé par 1 mètre. Donc si je sélectionne ici, par exemple, et je lui dis d'afficher cet élément-là, malheureusement, il ne pourra pas me l'afficher dans la vue en plan, mais si je vais dans l'élévation, par exemple, et je choisis cet élément-là, et je choisis de l'afficher, donc là, il me montre, voici le niveau qui a été modifié. Donc là, je vois très bien que le niveau dans mon modèle structurel, il est à 5 mètres, et le niveau dans le modèle archi, il est de 4 mètres. Donc là, il me dit carrément la distance. Alors, là, j'ai un choix dans la colonne action. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux reporter ça, donc avoir ça comme un rapport, écrire un commentaire carrément, ou est-ce que je veux rejeter le changement et donc garder la différence entre le modèle archi et le modèle structure? Est-ce que je veux accepter la différence et donc garder la différence entre les deux modèles, ou est-ce que je veux apporter le changement et donc déplacer le niveau du premier étage? Donc, j'ai le choix entre les différentes options. Si, par exemple, l'architecte a fait ces changements-là sans consulter l'avis des différents intervenants, donc en l'occurrence l'avis du cabinet de structure, donc je peux choisir de reporter et j'aurai ça en tant qu'élément qui est toujours en suspension parce que je dois le discuter avec l'architecte, par exemple. Si je suis au courant de ce changement-là et on veut quand même garder la différence parce que peut-être l'architecte a changé ça temporairement juste pour faire une simulation, je peux juste choisir de rejeter le changement et garder la différence entre les deux. Carrément, je sais qu'il y a eu un changement, mais je ne vais pas l'accepter. Par exemple, l'architecte a fait un changement et peut-être que je vais garder la différence parce que moi, j'ai juste fait la copie au départ, mais chacun travaille sur sa version à part, donc je peux accepter la différence et garder les éléments en différence. Donc, les trois choix que je viens de citer, reporter, rejeter, accepter, ne vont pas changer mon niveau que j'ai copié. Par contre, si je choisis déplacer le niveau, donc là, il va déplacer le niveau que j'ai copié pour correspondre au niveau de l'architecte. Donc, si en effet l'architecte a fait ce changement-là et je dois suivre le même changement sur mon modèle structurel, donc je choisis déplacer ou je choisis d'appliquer le changement, bien sûr, et donc d'avoir
un changement sur mon modèle aussi. La même logique pour les axes. Donc, l'axe a été déplacé, le quadrillage a été déplacé, et j'ai la même logique. Soit, donc là, je vais l'afficher encore une fois. Et donc là, on voit l'axe qui a été modifié. Donc, je vais aller dans le niveau 1 et je vais cliquer sur afficher. Bon, normalement, il devrait m'afficher directement l'élément qui a changé. Voilà, donc il centre la vue sur l'élément. Et donc, encore une fois, c'est le même choix. Hein. Soit je choisis de reporter, rejeter ou accepter la différence. Et dans ce cas, dans les 3 cas de figure, il ne va pas déplacer l'axe que j'ai copié. Sinon, si je choisis le 4e cas, il va déplacer l'axe que j'ai copié pour correspondre à l'axe de l'architecte. Donc là, dans les 2 cas, j'ai choisi de déplacer, d'apporter le changement. Quand je clique sur appliquer, regardez, il a déplacé l'axe. Et maintenant, les changements que j'ai faits correspondent à ce qu'a fait l'architecte. Donc maintenant, j'ai le même niveau. Et l'axe D, il est à la même position que l'architecte. Donc ça me permet de faire un suivi par rapport à ce que l'architecte a fait sur sa conception. Et bien sûr, c'est un suivi dynamique. C'est pas juste un changement et Revit va appliquer le changement automatiquement. Il vous demande, il y a eu un changement, est-ce que vous voulez l'appliquer sur votre modèle ou pas? Et donc là, vous pouvez très bien faire un suivi avec l'architecte pour les différents changements qui ont été apportés sur le modèle archi. Alors, je vois une question qui a été posée sur la partie questions-réponses. Est-ce que nous pouvons avoir la vidéo du webinaire après la réunion? En effet, on va essayer de publier l'enregistrement de ce webinaire par la suite sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, on vous invite à vous souscrire à cette chaîne-là, où on publie généralement des vidéos, des trucs et astuces, des tutoriels, et aussi les enregistrements des webinaires qu'on fait. Donc, on va essayer de partager avec vous, après le webinaire, le lien vers la vidéo YouTube sur notre chaîne qui représente l'enregistrement de ce tutoriel-là ou de ce webinaire. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu. Donc là, c'est la deuxième méthode qu'on peut voir comment on peut travailler sur un modèle architectural. Donc, je peux à tout moment décharger le modèle archi et travailler sur mon modèle structurel sans aucun problème. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'utilise un modèle 3D, que ce soit Revit ou autre, on peut faire la même chose avec un modèle IFC. C'est intéressant de voir comment on peut copier des éléments et garder le lien entre ces éléments-là et les éléments copiés sur mon modèle structurel. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un changement, je reviens dans Revit et je peux demander à Revit de faire la révision de coordination pour voir est-ce qu'il y a des changements entre les différents modèles, les différents métiers. Donc là, je vous ai donné l'exemple de l'architecture structure. On peut faire la même chose entre structure électricité, archi-électricité, archi-plomberie, structure plomberie, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire de la conception à partir d'un modèle archi. Donc là, je peux très bien venir maintenant, utiliser la commande Proto, donc dans l'onglet structure, Proto. Et donc là, je vais juste aller insérer un poteau ici, par exemple. Bon, je vais juste l'insérer comme ça ici. Et je le sélectionne, je déplace le poteau et je vais le mettre au coin ici. Et je peux faire le même travail, copier, multiple. Et je peux, par exemple, aller copier un poteau ici. Donc là, c'est 5,6 m. Bon, là, c'est 4,6 m. Mais là, c'est une grande porte. Donc, je préfère avoir un poteau ici, un autre ici. Et le dernier, je dois quand même venir le déplacer parce que je dois l'aligner avec les nus extérieurs des murs. Voilà. Et donc, une fois que je fais ça, je peux juste sélectionner ce poteau-là, copier vers l'axe 4. Donc, c'est vraiment un projet qui est très simple ici. Hein. Je n'ai pas pris un exemple de projet complexe, juste pour faciliter l'exemple. Voilà. Et donc là, la dernière trame, je dois quand même l'aligner par rapport au nu extérieur de la façade. Voilà. Bon. Normalement, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais sélectionner tous les poteaux et les déplacer au lieu d'utiliser la commande aligner. Comme ça, puisque c'est la même façade, je peux tout simplement faire comme ça. Voilà.
Donc là, c'est un exemple très, très simple, hein, comme on peut voir ici. Et donc là, j'ai fait une première conception de poteau. Ensuite, par exemple, je vais utiliser la même chose pour les poutres. Et je vais venir choisir des poutres béton. Je vais garder la section par défaut 30 par 60. Je vais insérer les poutres au niveau 1, ou plutôt au niveau 2. Et donc là, remarquez que je retrouve les niveaux de l'architecte, rez-de-chaussée, premier étage. Et donc là, c'est un petit problème que je dois corriger parce que tout à l'heure, j'ai oublié de supprimer les niveaux que j'avais. Donc là, j'ai apporté les niveaux de l'architecte et j'ai aussi gardé mes propres niveaux. Donc là, je vais garder le niveau fondation. Le niveau 1, je vais le supprimer ici. Donc là, si je veux sélectionner le niveau 1, donc je mets la souris sur ce niveau-là. Donc vous voyez qu'il va me sélectionner le niveau rez-de-chaussée, mais si j'appuie sur le bouton Tab ou tabulation, donc j'appuie juste une seule fois, il bascule vers la sélection de l'autre niveau. Et donc là, je clique sur le bouton supprimer, il va me dire que les éléments vont être supprimés parce que les potents vont être supprimés aussi. Donc qu'est-ce que je fais? Donc soit j'accepte et je supprime, soit je vais sélectionner ces potents-là et je vais lui dire en fait qu'ils démarrent à partir du niveau rez-de-chaussée. Et ils vont atteindre le niveau premier étage, pas niveau 2. Voilà, et j'applique. Et maintenant, si je reviens sélectionner le niveau 1, supprimer, je supprime ce niveau-là. Et je fais la même chose ici. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que j'ai plus de vue en plan, mais je peux l'écrire de façon très, très rapide. Donc, je vais aller dans Vue, ici, Vue en plan, Vue en plan. Donc, je vais créer des vues en plan pour rez-de-chaussée, premier étage et toiture. Voilà. Et maintenant, je retrouve des vues en plan structurel pour les niveaux que je viens d'ajouter. Et voilà. Et encore une fois, je dois juste appliquer des paramètres d'affichage ici pour dire que je veux voir, pour le rez-de-chaussée, je veux voir le plan de plafond rez-de-chaussée. Demi-teinté, appliquer, OK. Voilà. Et donc là, vous voyez que je retrouve mon affichage comme je l'ai fait tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer des poutres. Ici, la même chose. Commande poutre. Donc là, je vais choisir le bon niveau. Donc, je choisis le niveau premier étage parce que les poutres ne seront pas au niveau rez-de-chaussée. Donc, je choisis la bonne section. Et là, qu'est-ce que je vais? Je vais utiliser une commande très intéressante sur quadrillage. Et là, je vais sélectionner les axes. Et à chaque intersection d'axes, à chaque axe délimité par deux axes perpendiculaires, il va m'insérer une travée de poutre. Bien sûr, à condition qu'on ait un poteau comme appui entre les éléments ici. Alors, une poutre m'a été ajoutée parce que je travaille sur la mauvaise vue en plan. Si je passe à la vue 3D, par exemple ici, bon, je vais tout simplement aller décharger le modèle 3D. Oui, OK. Et donc là, si je reviens à la vue rez-de-chaussée, ou plutôt à la vue premier étage, celle-là, je lance la commande poutre et je choisis niveau premier étage. Voilà. Donc, je choisis la bonne section. Je choisis niveau de détail élevé. Et normalement, avec ces paramètres-là, je peux tout simplement aller choisir la section et je peux soit, par exemple, insérer une poutre manuellement comme ça. Hop, et voilà, vous voyez que je peux très bien insérer des poutres comme ça. Donc, là, je peux faire ça comme je peux lancer la commande sur quadrillage et je vais sélectionner la totalité. Alors, il ne va pas créer parce que j'ai un désaxement entre les axes et les poteaux. Comme vous voyez, les poteaux et les axes ne sont pas centrés. Donc, l'axe, il est un peu excentré par rapport au centre du poteau.
c'est quelque chose que je devrais corriger ici avant de continuer. Parce que la commande que je vais utiliser nécessite que les axes que les poteaux soient centrés sur les axes. Donc, si ce n'est pas le cas, je dois insérer les axes, les poutres manuellement. C'est un travail qu'on fait de façon manuelle, ce n'est pas un problème, mais juste pour vous montrer qu'on peut très bien le faire sans aucun problème. Il n'y a pas de limitation à faire ça. Donc, je peux tout simplement, bon, juste pour faciliter l'exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la poutre et je vais refaire les poteaux de façon très facile. Donc, je sélectionne la commande poteau, 30 par 30. Et là, je vais lui dire sur les quadrillages. Donc là, je vais aller en profondeur pour aller au rez-de-chaussée. Je vais choisir sur le quadrillage et je sélectionne les axes. Comme ça, les poteaux seront automatiquement insérés, centrés par rapport aux axes. Donc là, vous voyez maintenant, par contre, que les poteaux ils sont centrés. Là, alors, pourquoi j'ai ce problème? Parce que les axes que j'ai choisis de l'architecte, il utilise les axes des murs. Alors que moi, je vais utiliser les axes des poteaux. Donc, si je choisis les mêmes axes que l'architecte pour les utiliser pour les poteaux, j'aurai un problème de désaxement entre le poteau et l'axe. Parce que si je fais comme ça, regardez maintenant si je charge le plan archi, si je le recharge ici, regardez ce qui va se passer. Vous voyez que le poteau déborde. Attendez, je vais juste régler l'affichage ici. On va voir que le poteau il déborde de la façade de l'architecte. Voilà. Je vais juste le mettre en demi-teinte. Voilà, très bien. Voilà. Donc, vous voyez que le poteau déborde de la façade de l'architecte, ce qui n'est pas bien. Parce que j'utilise les mêmes axes. Et donc là, l'exemple que j'ai montré, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai copié les axes de l'architecte, alors que c'est des axes de maçonnerie. Donc, je dois quand même aller désaxer ou décentrer les poteaux pour qu'ils respectent cette partie-là. Peut-être que pour les poteaux au milieu, ça ne me dérange pas, à l'intérieur du bâtiment, à une certaine limite. Par exemple, ici, ça serait plus intéressant d'aligner le poteau sur ce mur-là. Bon, c'est un choix de conception, hein, c'est complètement technique, ça dépend des projets. Généralement, on ne voudrait pas avoir ces poteaux-là qui apparaissent en tant qu'éléments saillis dans ce mur-là. On voudrait plutôt les afficher à l'intérieur dans les bureaux, dans les coins des bureaux. Donc, c'est quelque chose qu'on peut toujours changer, mais juste pour faciliter l'exemple ici, ce que j'essaie de faire, c'est que en insérant les poteaux de façon automatique avec cette méthode-là, je pourrais utiliser une commande d'insertion de poutres automatique. Comme ça, et je sélectionne les axes. Et là, vous voyez maintenant qu'il m'a inséré des poutres sur chaque axe délimité par 2 axes perpendiculaires. Et quand je clique sur Terminer, il m'a inséré des poutres, bien sûr, de la même section, 30 par 60, mais de façon automatique. Et maintenant, si je recharge le modèle Archi, ici, et je clique sur OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner toute la trame et je vais la déplacer manuellement. Pardon, je sélectionne toute la trame, comme ça. J'utilise la commande déplacer pour l'aligner avec la limite extérieure. Et je peux faire le même travail. Donc, vous voyez que ça, c'est plus facile que de venir insérer des poutres manuellement dans chaque partie. Alors, parmi les questions qui sont souvent posées, est-ce que Revit peut faire du prédimensionnement des poutres par rapport à leur portée? Donc, pour les gens de la structure, c'est ce qu'on appelle les L sur C, L sur 15, L sur 12, L sur 10. La largeur, la hauteur de la poutre est équivalente à L sur 20 quand la poutre n'est pas chargée, L sur 15 quand elle est chargée d'un seul côté, et L sur 10 quand elle est chargée des deux côtés. Pardon, c'est plutôt L sur 15 quand la poutre n'est pas chargée, L sur 12 quand elle est chargée d'un seul côté, et L sur 10 quand elle n'est pas chargée du tout. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de façon par défaut dans Revit, mais peut-être que grâce à Dynamo, qui est un outil de programmation visuelle, si on peut créer un script qui va aller lire les poutres et lire, par exemple, les planchers et les dalles adjacentes, et voir est-ce que pour chaque poutre, est-ce qu'elle est chargée des deux côtés ou pas, et en fonction de ça, calculer la hauteur en fonction de la longueur et venir appliquer la bonne section correspondant à la bonne hauteur selon le calcul qui a été fait.
Donc ça peut faire l'objet d'un script Dynamo qu'on peut créer et qu'on peut lancer après avoir fait la conception comme ça. On peut lancer ce script-là pour vérifier toutes les poutres et appliquer la bonne hauteur de prédimensionnement selon le niveau de chargement de cette poutre-là. Voilà. Donc là, j'ai réaligné les différentes poutres. Ce qui est intéressant, encore une fois, dans Revit, et on va voir tout à l'heure, on va voir ça après quand on va aborder la partie métrée quantitative, c'est que quand je sélectionne un poteau comme ça, et quand je vois dans les propriétés, la première propriété de ce poteau, c'est la marque d'emplacement. Ça veut dire que Revit arrive à détecter c'est quoi les axes qui supportent ce poteau-là. C'est les axes C5. Donc si je dézoome, c'est l'axe C ici, et c'est l'axe 5. La même chose, si je choisis ce poteau-là, c'est l'axe D4. Si je choisis ce poteau-là, par exemple, c'est E4. Même si j'ai un désaxement ici, il arrive quand même à reconnaître qu'il est toujours sur le même axe. Maintenant, si j'ai par exemple un poteau qui a été positionné comme ça, limite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire la distance par rapport aux axes les plus proches, ou plutôt, enfin, on va dire les axes de façon générale, pas les plus proches, parce que regardez que dans la direction Y, il va aller chercher l'axe 2 et savoir c'est quoi la distance par rapport à l'axe 2, il me dit 3 ici. Mais c'est vrai que dans la partie programmation ici, donc il me dit l'axe E, entre parenthèses, moins 1,04, et l'axe 1, entre parenthèses, 1,20 m. Donc c'est par rapport à l'axe E, j'ai une distance négative, donc vers le moins X, de 1,04. Et par rapport à l'axe 1, j'ai une distance positive de 1,2. Donc je sais que ce poteau-là, il est à 1,2 m par rapport à l'axe 1 et il est à moins 1,04 m par rapport à l'axe E. Donc j'ai carrément la position exacte de ce poteau-là par rapport aux axes les plus proches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant dans Revit. Malheureusement, on n'a pas encore cette fonctionnalité dans les poutres, mais c'est principalement pour les poteaux. Et donc, à chaque poteau correspond une position exacte en coordonnées X et Y qu'on peut utiliser. Maintenant que j'ai fait une première conception, supposons que j'ai un étage courant. Donc là, je vais essayer d'afficher ça dans une vue élévation, comme ça. Et donc là, je vois la conception que j'ai faite. Elle est là. Et supposons que je veux copier cette conception sur le niveau supérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais dans une vue où je peux voir tous les éléments. Les vues élévation par défaut, c'est des vues qui ont une profondeur infinie. Donc, si je fais une sélection comme ça, je sélectionne tout le projet dans sa profondeur. Si c'était une coupe, par contre, attention, les coupes, certains types de coupes peuvent avoir une profondeur limitée. Et donc, si je fais une sélection comme ça dans une poutre, je peux ne pas sélectionner tous les éléments en profondeur. Ça va dépendre de la limite de la profondeur de la coupe en cours que j'ai choisi en cours. Mais vous voyez que par exemple ici, je peux très bien faire cette sélection-là sans problème. Donc quand je fais comme ça, je sélectionne tous les éléments, poteau et poutre, et supposons que je veux les copier à l'identique à l'étage suivant. Supposons qu'on a un étage courant, ou même si on n'a pas un étage courant, généralement on se base sur un premier niveau et on a juste quelques petits changements par rapport au niveau supérieur. On va juste changer quelques poteaux, peut-être quelques positions de poteaux, etc. Mais principalement, c'est presque le même cas de figure que le plancher inférieur. Donc, pour faciliter le travail, on va copier et ensuite on va pouvoir modifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va copier ce niveau-là vers le niveau supérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tous les éléments. Je peux faire ça dans la vue 3D, il n'y a aucun problème. Ici, par exemple, je vais aller ici dans les vues 3D, demi-teintées. Bon, malheureusement, là, je dois l'afficher dans image filaire. Je masque le modèle analytique. Donc là, vous voyez la structure qui apparaît en gras et le reste qui apparaît en... Et donc là, je vais juste désélectionner ou je vais aller dans Filtre et désélectionner le niveau ici. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné toute la structure. Donc soit je le fais ici, soit je le fais dans une vue élévation où je peux voir le tout. Et ensuite, je vais aller cliquer sur la commande copier, pas la commande copier de Revit, pas celle-là, pour attention, plutôt la commande copier du presse-papier, CTRL-C. Donc, je fais commande copier du presse-papier
Quand je fais la commande copier, automatiquement, il est stocké dans le presse-papier. Donc, le bouton coller devient disponible. Je vais aller cliquer sur la petite flèche au-dessous du commande coller, de la commande coller. Et je peux choisir aligner sur les niveaux sélectionnés. Et donc là, je peux choisir sur quel niveau je veux aligner cette copie que je vais faire. Donc, je peux aller, par exemple, choisir aligner ça sur la vue premier étage. Et je clique sur OK. Ça prend un peu de temps, ça va dépendre de la taille. Bon, là, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai copié sur le même emplacement. Donc, il me dit que c'est exactement les mêmes emplacements. J'aurais dû choisir niveau toiture. Donc, je vais tout simplement annuler cette commande. Et je refais la commande copier, sélectionner, copier, coller, aligner sur le niveau sélectionné. Et je clique sur la commande toiture. Sur le niveau toiture, pardon. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me copier. Donc là, vous voyez, il m'a copié toute la structure sur le niveau supérieur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cet exemple a été très, très simple. Pourquoi? Parce que j'ai exactement la même hauteur sous plafond. Donc, 0,4 et 4,8. Donc, c'est 4 mètres de hauteur ici, 4 mètres de hauteur ici. Maintenant, si on veut compliquer la chose, je vais faire annuler et je vais changer la hauteur ici pour dire que c'est 7 mètres. Et donc là, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai copié les niveaux à partir du fichier architectural. Donc là, au moment où j'ai voulu déplacer le niveau, il m'a donné un avertissement, attention, alerte de contrôle de coordination, le niveau a été déplacé par 1 mètre. Donc c'est un avertissement que je peux ignorer. Mais ça va être toujours un avertissement enregistré dans la partie de coordination. Donc si je sélectionne le modèle 3D des visions de coordination, je retrouve ici qu'il y a une différence de niveau que je peux choisir d'accepter. Moi, j'ai moi-même créé ça, donc je peux accepter la différence, appliquer, OK. Donc là, ce n'est plus un problème. Ça a été résolu par rapport à la coordination. Et donc là, si je refais la même commande, copier, coller, aligner sur le niveau sélectionné, et je vais aller choisir toiture, on aura un petit problème au niveau des poteaux. Donc, vous voyez que les poteaux débordent un petit peu. C'est quelque chose qu'on peut régler de façon très, très facile, comme ça. Donc, je sélectionne juste les poteaux avec cette commande-là. Donc, je vais donc filtrer, ne rien sélectionner et sélectionner uniquement les poteaux porteurs. Appliquer, pardon. Je coche, appliquer, OK. Et voilà, donc là, j'ai sélectionné que les poteaux. Et donc là, si je vais dans les propriétés des poteaux, je vois que le niveau de base, premier étage, c'est très bien. Niveau supérieur, c'est toiture, c'est très bien. Par contre, regardez dans le décalage inférieur, c'est moins 1 mètre. Alors, Revit, qu'est-ce qu'il fait? Pour garder la même hauteur des poteaux, qui était de 4 mètres, il a quand même gardé les contraintes inférieures et supérieures, et il a décalé le niveau inférieur de 1 mètre pour avoir 4 mètres en hauteur de poteau. Alors que moi, je veux que le poteau fasse 3 mètres pour correspondre à la hauteur entre ces niveaux-là. Qu'est-ce que je fais? Dans le décalage inférieur, je vais changer ça en 0 et cliquer sur appliquer. Donc, vous voyez maintenant que grâce à ce changement-là, maintenant, les poteaux, ils sont limités juste à ces niveaux-là et donc pas sur les différences de niveau que j'avais tout à l'heure. Par contre, les poutres, elles n'ont aucun problème. Les poutres, elles sont attachées à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci à cela. Il y a aussi des cas de figure où, par exemple, bon, ça, c'est vraiment des règles de bonne pratique. Si, par exemple, je vais dans le niveau premier étage, ou plutôt, je vais rester dans l'élévation Est et je vais sélectionner les poutres. Je vais les supprimer. Et si pourtant, par erreur, j'ai modélisé les poutres au niveau rez-de-chaussée. Poutres ici, voilà. Et par exemple, par erreur, j'ai choisi ici niveau rez-de-chaussée, j'ai pas fait attention, et j'ai modélisé les poutres comme ça, plutôt comme ça, pardon. Et j'ai cliqué sur terminer. Bon, il m'a pas inséré des poutres au niveau extrémité parce que j'ai un désaxement par rapport aux axes. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller insérer une poutre de bout en bout pour faciliter un peu l'exemple. Je fais la même chose ici, comme ça. Donc là, je choisis d'insérer une poutre continue. Le problème avec les poutres continues, c'est que je ne peux pas changer de section entre les travées. Par contre, au niveau des maîtrises, on va voir qu'il n'y a aucun problème à faire ça.
les volumes intersections entre poteau et poutre dans la poutre continue sont automatiquement soustraits de la poutre et bien sûr quantifiés dans le poteau. Donc, on n'aura pas un volume qui sera compté deux fois entre le poteau et la poutre. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais juste copier celle-là à partir de ce point-là vers ici. Voilà. Donc là, si je vais dans la V3D, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que mes poutres, elles sont au niveau inférieur. Donc, je me suis trompé. Et ici, je reviens par exemple dans l'élévation, c'est la même chose. Donc, je vois que les poutres sont au niveau inférieur et devraient être ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ces poutres-là, mais vous voyez que le niveau de référence, je ne peux pas le changer. Il est verrouillé par défaut dans la fenêtre des propriétés. Donc, je n'ai pas la main pour changer le niveau de référence, pour dire au fait, je me suis trompé, je veux insérer ces poutres au niveau premier étage. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est que pour modifier ça, je peux le faire soit dans la vue 3D, soit dans d'autres vues, comme ça. Mais je sélectionne ces poutres-là et je peux choisir modifier le plan de construction. Et là, il me demande c'est quoi le nouveau plan de construction. Je lui dis, en fait, c'est le niveau premier étage, c'est par rez-de-chaussée. Et vous allez voir automatiquement, les poutres vont monter jusqu'au niveau premier étage, comme on peut voir ici. Et donc là, si je reviens à l'élévation, je vois que les poutres, maintenant, ils sont au niveau premier étage, ils sont à leur propre, au bon niveau par rapport au rez-de-chaussée. Donc là, ils sont bien alignés. Donc ça, c'est une technique très importante pour corriger les poutres sur la bonne position. Donc, si jamais vous vous êtes trompé sur les niveaux à utiliser. Et donc voilà, donc là, on a une petite conception de base qui est correcte, qu'on a créée ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va voir comment on peut aller maintenant vers les logiciels de calcul de structure, comme Robot par exemple, il faut faire une analyse de structure. Alors, je vais vous montrer comment on peut aller vers Robot. Il y a d'autres logiciels de calcul de structure qui sont disponibles dans le marché, comme Sophistic, comme ETABS, comme les logiciels de Gretek, Arch, etc., qui permettent de faire des calculs de structure. Il faut savoir que tous ces éditeurs logiciels ont tous créé des liens bidirectionnels avec Revit, de la même façon que ce qu'on va voir avec Robot tout de suite, qui permettent de faire l'échange avec Revit pour transférer la structure vers leur logiciel de calcul et pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire pour faire le retour vers Revit à partir de Robot. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, je vois ma structure, elle est ici. Donc là, j'ai déchargé le modèle archi et je vois que le modèle structurel. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Analyser, ici, Robot Structure Analysis, Intégration avec Robot. Et là j'ai cette fenêtre-là qui va me spécifier les différents cas de figure. Alors, si vous avez Revit et Robot sur la même machine, sur le même ordinateur, on va utiliser l'option Intégration directe. Si on a Revit et Robot sur deux ordinateurs différents, on va utiliser le fichier intermédiaire SMXX. Donc, la différence, c'est que la première va ouvrir Robot sur la machine en cours et il va directement envoyer le modèle. La deuxième, c'est qu'il va enregistrer un fichier qui s'appelle, je peux lui donner un nom, .smxx, et je peux le copier sur clé USB ou l'envoyer par email et aller l'ouvrir sur Robot sur la deuxième machine, sur le deuxième ordinateur qui comporte Robot. Une autre condition qui est importante pour cet échange-là, c'est qu'il faut avoir Revit et Robot exactement la même version. Si vous avez Revit 2020, Robot 2019, ça ne marche pas. Si vous avez Robot 2020, Revit 2019, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment avoir la même version de Revit et Robot pour pouvoir faire cet échange-là. Autrement, ça ne va pas marcher. Donc, là, je vais vous montrer la première méthode, l'intégration directe. Et donc là, je choisis, puisque c'est un premier échange, je choisis d'envoyer le modèle à partir de Revit vers Robot. Si j'avais déjà fait l'échange et je veux faire le retour, je peux choisir mettre à jour le modèle. Ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, pour le moment, puisque je veux envoyer de Revit vers Robot, je vais choisir envoyer le modèle. Et je clique sur OK. Donc, j'ai quelques options d'envoi ici. Puisque Revit peut très bien générer ses propres charges avec ses propres cas de charge, je peux prendre ça en considération lorsque je fais le transfert vers Robot. Comme ça, il me ramène les cas de charge de Revit vers Robot. Sinon, je peux très bien négliger cette partie-là et aller créer les chargements dans Robot
sans pour autant s'intéresser à ce qui a été déjà créé dans Revit auparavant. Bon, on peut faire les deux, il n'y a pas de limitation, mais généralement, je préfère laisser tout ce qui concerne le chargement à robot, puisque c'est son métier de calcul de structure. Donc là, je vais juste cliquer sur Annuler et je vais cliquer sur, donc je m'assure, envoyer le modèle, intégration directe, et je clique sur OK. Là, qu'est-ce qui se passe? En temps réel, sur mon propre ordinateur, Robot va s'ouvrir à côté et Revit va envoyer ce modèle-là automatiquement vers Robot pour pouvoir faire le calcul de structure. Donc là, j'ai un message juste d'information. Donc quand j'ai l'icône bleu ici, avec le I, ça veut dire que c'est juste des messages d'information. J'ai aucune erreur, aucun avertissement. Si je veux cliquer sur oui, donc j'ai uniquement des messages qui me disent qu'il a transféré tous les éléments sans aucun problème. Si j'ai un avertissement, je le vois ici en jaune avec un bouton avertissement. Et là, j'ai quelques avertissements. Attention, le matériau qui a été utilisé n'est pas le bon, peut-être. Donc, et si, par exemple, j'ai carrément des erreurs de transfert, j'ai un message en rouge qui me dit qu'il y a des erreurs de transfert. Et là, carrément, peut-être des éléments n'ont pas été transférés vers le robot. Dans mon cas de figure, j'ai aucun problème, tout a été bien fait, sans aucune erreur. Je clique sur Fermer, et maintenant, je vous montre ici, ça a été ouvert ici, voilà, le modèle qui a été ouvert depuis Revit vers Robot. Il est là, donc vous voyez que tous les éléments ils sont là. Il a même ramené la grille, donc les niveaux et les axes aussi, de la même façon, depuis Revit vers Robot. Et je peux très bien continuer à faire la conception, faire calcul de structure et l'analyse ici. Donc, je peux très bien, par exemple, venir ici appliquer, ajouter des appuis. Bon, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas créé des poteaux en fondation dans Revit. Donc là, vous voyez que la base, c'est-à-dire le niveau de fondation, la structure est un peu surélevée parce que je n'ai pas de poteau de fondation. C'est quelque chose que j'aurais dû faire dans Revit. Mais c'est juste pour vous montrer que le transfert se fait dans les meilleures conditions, sans aucune perte d'information. Et ce qui est très intéressant encore, c'est qu'il m'a uniquement transféré les éléments structurels. Donc là, je vais vous montrer un truc très intéressant. Je vais fermer ce modèle robot et je reviens dans Revit. Supposons que dans Revit, par exemple, j'ai une trame ici. Cette trame-là, bon, c'est vrai que les poutres, par contre, c'est des poutres continues. Supposons que cette trame-là, je vais aller juste changer les poutres au niveau inférieur. Je choisis comme ça. Ou même, ce que je fais, je reviens au niveau rez-de-chaussée, plutôt au premier étage. Et je vais supprimer les poutres continues. Et je vais revenir au niveau toiture. Et je vais sélectionner les 4 points, comme ça, avec le bouton contrôle que je maintiens, filtrer. Et je vais uniquement garder ce qu'on appelle les ossatures. Alors, Revit, il appelle les poutres, il les appelle ossatures. Donc, si vous voyez le nom ossature, ça veut dire que c'est des poutres. Donc, ça, c'est des poutres. Je vais les copier et choisir de coller, aligner sur les niveaux sélectionnés. Je vais aller aligner ça sur le niveau premier étage. Comme ça, je retrouve les poutres ici au niveau premier étage. Très bien. Et donc là, je vois dans le modèle 3D. Mes poutres sont là, sans aucun problème. Maintenant, supposons que dans mon modèle, cette trame du projet, elle n'est pas structurelle. C'est juste des éléments décoratifs architecturaux que je ne vais pas prendre en compte dans le calcul de structure. Donc, c'est des éléments qui sont là, mais qui n'ont pas de rôle structurel. Je ne veux pas les utiliser pour le calcul de structure. Alors, comment on peut faire? On ne va pas les supprimer. Mais ce qu'on peut faire maintenant dans Revit, ce qui est intéressant, c'est que je peux choisir de considérer ces éléments-là comme des éléments non structurels. Et pour faire cela, c'est très, très simple. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ces éléments-là, même si c'est des poteaux et des poutres, donc c'est deux familles d'objets différents, mais puisque c'est des familles structurelles, j'ai ici l'option activer le modèle analytique que je peux voir ici. Donc, en décochant cette option-là et en cliquant sur appliquer, donc rien ne s'est passé côté visuel. Donc, c'est toujours le même aspect. Mais si j'essaie d'activer, d'aller vers robot, on va voir que cette trame-là ne va pas être transférée. Donc, je refais le même travail. Intégration avec robot, envoyer le modèle, intégration directe. OK? Et on va attendre. Et vous allez voir que cette trame-là ne sera pas transférée
vers robot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des éléments structurels. Voilà, donc là, il a fait le transfert. Et là, si je vous remonte la fenêtre, vous voyez maintenant que cette partie-là, elle est en manque. Donc, on n'a pas, Revit n'a pas transféré cette partie-là parce que ce n'est pas des éléments structurels. Et donc, tout ce qui n'est pas structuré, tout ce qui n'a pas de modèle analytique ne sera pas transféré entre Revit et robot. Et ça, c'est vraiment la force de Revit. Donc, je peux modéliser des éléments de plusieurs métiers, architecture, structure, électricité, plomberie. Je peux avoir des éléments décoratifs, de la maçonnerie dans mon modèle structurel, mais je peux choisir de ne transférer uniquement que la partie structurelle et pas tout le modèle vers robot. Et donc là, vous voyez que si par exemple je fais comme ça, et je viens ici comme ça, donc vous voyez ici que par exemple, donc je vais juste fermer cette fenêtre, celle-là. Donc vous voyez ici que dans le modèle Revit, on a la totalité, mais puisque ça, ce n'est pas des éléments structurels, automatiquement, on ne les a pas transférés vers robot. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant à voir entre Revit et robot. Alors, je vois une petite question qui a été posée sur le chat. Est-il possible d'analyser avec Revit les parois de pieux? Alors, donc déjà, la première réponse, c'est que Revit ne peut pas faire d'analyse de structure. Donc, c'est plutôt sur robot. Je ne saurais pas répondre à la question tout de suite. Il faudra juste que je vois un peu de quoi il s'agit. Mais je sais que sur robot, on peut modéliser n'importe quel élément structurel, puisque c'est un outil de calcul suivant la méthode des éléments finis. Donc, ça revient à la théorie des éléments finis. Donc, on peut très bien modéliser et calculer, analyser n'importe quelle structure selon la méthode des éléments finis. Il faut juste bien représenter les conditions existantes ou les conditions en limite. Sinon, on aura des analyses qui ne sont pas correctes. Alors, on peut faire ça sans aucun problème. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer maintenant sur robot, c'est que on peut faire des calculs dans robot, bien sûr, des analyses structurelles, statiques, dynamiques, analyse de vent, etc. Donc, robot comporte une panoplie d'outils d'analyse de structure selon différents cas de figure. Mais supposons que dans notre modèle structurel robot, suivant des résultats qu'on a eus dans les efforts internes, on a remarqué qu'en fait, ces poteaux-là centraux, on va dire plutôt les trois poteaux, ce poteau-là, celui-là et celui-là, donc ces poteaux-là, doivent avoir une section plus importante que la section en cours parce qu'ils sont très, très chargés. Et donc, on va dire que les efforts internes stipulent qu'on ait une section de béton plus importante. Autrement, on aura des aberrations de section d'armature lorsqu'on va passer à la partie ferraillage. Donc, robot nous dit quelque part qu'on doit augmenter la section des poteaux ici pour pallier au chargement appliqué sur ces éléments-là. Et donc, supposons que sur le robot, on a été amené à changer la section ici, par exemple, pour appliquer une nouvelle section de poteaux. Donc, je peux aller dans les propriétés ici, ou je peux aller dans la section profiler des barres ici dans mon robot. Et je peux aller dans une section 45 par 45, celle-là. Donc, c'est une section de poteau 45 par 45. Et je vais appliquer à ces éléments-là. Donc, je choisis d'appliquer, fermer. Et donc là, vous voyez que ces trois poteaux, plutôt ces 6 poteaux, hein, ont une section plus importante, 45 par 45. De même, supposons que, par exemple, que on travaille sur Revit, cette travée-là de poutre, celle-là et celle-là, on doit avoir une section plus importante, par exemple, plutôt on va juste revenir à une section moins importante, B30 par 50. Ou je peux même aller créer une nouvelle section si ça m'intéresse. Une section de poutre en béton armé qui fait par exemple le B qui fait 30, la hauteur qui fait 80. Ajouter, fermer. Et je vais choisir d'appliquer cette nouvelle section à ces poutres-là. Oui, affecter de nouveaux matériaux, etc. Voilà. Donc là, vous voyez que par exemple pour ces sections-là, pour ces poutres-là, la section a été augmentée de 30 par 80. Et maintenant, supposons qu'on veut retrouver ce changement-là sur Revit.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai fait le changement entre Revit et robot en temps réel sur la même machine, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans Revit avec la même commande. Tout à l'heure, ici, intégration avec robot, celle-là. Maintenant, au lieu de choisir envoyer le modèle, je vais choisir mettre à jour le modèle. Et je garde toujours la même option, intégration directe. Donc, intégration directe, ça veut dire que le robot il est ouvert sur la même machine que Revit. Et je clique sur OK. Qu'est-ce qui se passe? Il va lire le modèle ouvert sur robot en cours et il va essayer de mettre à jour le modèle Revit à partir du changement que j'ai fait dans robot. Et donc là, on va voir qu'en temps réel, il va apporter les changements. Voilà, donc là, aucun avertissement, aucune erreur, juste des messages d'information. Je choisis non. Et là, je vais aller voir. Et donc, vous voyez ici que ces sections-là, bon, je vais juste aller afficher la fenêtre d'élaboration de projet et les propriétés. Voilà. Et donc là, je sélectionne ce poteau-là. Je vois maintenant que la section de poteau a été changée. C'était 45 par 45. Il a carrément créé une nouvelle famille dans laquelle il a importé ces changements-là. Et donc là, vous voyez il a réussi à lire les changements depuis Revit, depuis robot vers Revit, et il a appliqué ces changements-là. De même, pour ces poutres-là, regardez ici, c'est la même chose. Il a créé une nouvelle section de poutres, 30 par 80. Il a créé ici et ici, qu'on peut utiliser, qu'on peut bien sûr utiliser. Donc, c'est une nouvelle famille carrément qu'il a ajoutée. La voilà ici, Rectangular Concrete Beam, qu'il a utilisé pour la même, enfin, pour apporter les changements entre Revit et entre robot et Revit. Et donc là, vous voyez que grâce à cette méthodologie-là, on peut faire l'aller-retour Revit-robot sans aucune perte d'information. Généralement, ce travail-là, on le fait de façon manuelle entre Revit et robot parce que, enfin, sans Revit, on fait généralement du dessin, de la conception sur AutoCAD. On va aller sur robot pour modéliser le dessin, pour avoir le modèle 3D, et on va calculer, analyser ce robot. Ensuite, on va apporter les changements sur AutoCAD de façon manuelle. On va essayer de tirer des plans PDF ou exporter des plans DWF, DXF à partir du robot. On va ouvrir dans AutoCAD et on va essayer d'apporter ces changements à la main sur AutoCAD. Et vous savez très très bien le temps que ça va prendre pour apporter ces changements-là. Alors qu'avec ce lien-là, on peut tout simplement envoyer depuis Revit vers robot, ensuite faire le chemin inverse de robot vers Revit pour apporter les changements et les modifications. Ce qui est aussi très intéressant encore, c'est que là, je vous ai montré la méthode où on peut importer le fichier, on peut envoyer le modèle en temps réel. Maintenant, si on n'a pas le même, les deux logiciels sur le même ordinateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement pouvoir faire autrement. C'est que quand je vais aller dans l'onglet Analyser, intégration avec robot, au lieu de choisir intégration directe cette fois, je vais choisir envoyer au fichier intermédiaire SMXX et je clique sur OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Revit me propose d'enregistrer un fichier intermédiaire qui s'appelle SMXX. Donc, je lui donne un nom. Je l'appelle par exemple plusieurs structures. Je le mets dans un répertoire enregistré. Et ensuite, ce fichier-là, je vais le copier sur une clé USB ou je peux même l'envoyer par email, hein, pas de problème, pour aller le transférer vers l'ordinateur numéro 2. Dans l'ordinateur où j'ai robot qui est installé, bien sûr, avec la même version. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer robot manuellement et on va essayer de voir comment on peut apporter ce modèle dans robot. Donc voilà, là, j'ai ouvert robot à côté. Je démarre un nouveau projet conception de bâtiment, ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans module complémentaire, intégration, Revit structure. Donc, vous voyez, c'est la même fenêtre. Et là, je vais lui dire mettre à jour le modèle, mettre à jour à partir du fichier intermédiaire. OK. Et je vais aller lire le fichier que j'ai créé, par exemple, que j'ai mis ici, par exemple, dans le dataset, le binaire, et voilà le fichier SMXX que je vais ouvrir. Et voilà, il a pu lire le modèle dans robot. Donc, si je vais dans la vue 3D, voilà, donc c'est exactement le même résultat, hein, sauf que là,
j'ai utilisé un fichier intermédiaire pour pouvoir faire le transfert entre Revit et robot. Chose qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Et donc ça, on peut le faire. C'est exactement le même flux de travail, sauf que celui-là, il est dédié pour deux machines différentes. Lorsqu'on a Revit sur un ordinateur et robot sur un autre ordinateur. Et on peut faire le même travail. Supposons que j'ai changé de section encore une fois, hein, c'est la même chose que tout à l'heure. Supposons que je vais aller tout simplement aller sélectionner ce poteau-là et celui-là, par exemple, hein, juste pour donner l'exemple. Et je vais changer la section ici pour lui dire 45-45. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller choisir, je vais même changer ces poutres-là pour les voir aussi, et utiliser une section de poutres 30 par 80, celle-là. Voilà. Et je vais revenir à la même chose, module complémentaire, intégration avec structure, envoyer le modèle, parce que là, je vais envoyer depuis robot vers Revit. Et je vais choisir envoyer avec un fichier intermédiaire. OK? Là, je vais lui donner le même nom, mais je vais juste ajouter ici depuis RSA. Comme ça, pour distinguer entre celui que j'ai créé tout à l'heure et celui que je dois importer vers Revit, qui provient de RSA, c'est-à-dire Robot Structure Analysis. Et là, je reviens dans Revit, ici, la même chose, intégration avec robot. Et là, je choisis mettre à jour le modèle en utilisant à partir d'un fichier intermédiaire SMXX. C'est la même méthode. Je clique sur OK. Il me demande de chercher le fichier, c'est celui-là que je viens de créer. Ouvrir. Et là, il va le lire. Il va essayer d'importer les changements à partir d'un fichier intermédiaire. C'est exactement, on aura le même résultat. Donc, regardez ici, c'est les poteaux que je viens de changer tout à l'heure. Et voilà, 45-45, une section a changé. Donc, même si je vais à l'intérieur, je peux voir que la section BH 45-45 est de même pour les poutres. C'est exactement le même résultat que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, pour résumer la différence entre les deux, c'est que celle-là, elle est utilisée lorsqu'on a Revit et robot sur le même ordinateur. Et le deuxième cas de figure, le deuxième choix que je viens de vous montrer, c'est lorsqu'on a Revit et robot sur deux machines différentes. Et donc, on ne peut pas utiliser l'intégration directe parce que ce n'est pas vraiment le même ordinateur. Voilà, donc ça, malheureusement, on touche à la fin, on arrive à la fin du webinaire, on n'a pas assez de temps. Je vais essayer de couvrir la prochaine fois comment on peut créer de la documentation 2D, les vues en plan 2D, les coupes, les vues de détail, comment on va interagir avec les étiquettes, etc. Bien sûr, orienter structure, hein, je ne vais pas donner l'exemple d'autres métiers. Et bien sûr, on va aborder la partie maîtrise et estimation. Et ensuite, on va avoir la partie plan d'exécution, que ce soit ferraillage en béton armé ou assemblage en charpente métallique, les détails métalliques. On va utiliser Revit pour les deux et on va aussi vous montrer comment on peut faire l'échange entre Revit et Advanced Steel et c'est quoi l'avantage d'Advanced Steel par rapport à Revit. Alors, je vois quelques questions qui ont été posées sur le chat que je vais répondre tout de suite. Donc, j'ai répondu à la question des parois de pieux. La deuxième question, est-ce qu'il y a un module pour traiter l'interaction sol-structure dans Revit ou robot? Alors, c'est vrai qu'on avait, dans les versions 2016 et avant de robot, on avait une extension qu'on appelait Expert, Robot Expert, qu'on pouvait utiliser pour la modélisation, enfin pour tout ce qui est calcul et analyse des murs, soutènements et des fondations. Et c'est là où on pouvait traiter l'interaction sol-structure. Malheureusement, ce module a été arrêté par Autodesk à partir de la version 2016. Et je ne vous cache pas que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de module propre pour faire ça. Peut-être que si vous allez aborder cette partie-là, vous pouvez aller voir dans Robot, il y a une partie d'analyse de fondation où on peut modéliser une fondation, une semi-filante isolée, etc. Mais ce n'est pas aussi détaillé et aussi avancé que ce qu'on pouvait faire avec un robot expert qu'on avait sur les anciennes versions. Voilà. Donc, vous aurez le lien pour la chaîne YouTube de la société Ailier. On va pouvoir publier cet enregistrement-là. Vous allez recevoir par email automatiquement à la fin de ce webinaire comme email de remerciement. Et bien sûr, vous pouvez très bien aller, tout simplement aller chercher sur YouTube IDEA Technologies, IDEAT Technologies, où vous pouvez retrouver la chaîne, vous abonner, et même vous pouvez aller ajouter les pages sur LinkedIn et Facebook aussi pour suivre nos actualités.
Alors, je vois une autre question. Dans Rebo, les poutres sont définies par travée, mais pour les besoins des plans d'exécution, il faut des poutres continues. Comment ça se gère dans ce cas? Alors, généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Revit, enfin dans Revit et Robot, hein, ou plutôt je vais dire dans le métier de la construction, euh, si vous modélisez une poutre de bout en bout, du premier poteau jusqu'au dernier poteau, automatiquement c'est une poutre continue appuyée sur plusieurs appuis euh, qu'on va utiliser pour le calcul. Malheureusement, dans la théorie que je sais qu'on parle d'une poutre continue avec des sections variables, on ne peut pas l'avoir dans Revit, dans Robot. Donc, soit on va créer des poutres isostatiques entre deux poteaux, deux appuis, et là, on peut jouer sur la section, sur la hauteur de la poutre qui peut être différente. Mais si on a une poutre continue de bout en bout, on ne peut pas aller dire, c'est une poutre continue, mais en fait, la travée numéro 3, elle a une hauteur plus importante que le reste. Ça, c'est pas possible dans Revit ou dans Robot. Mais il faut savoir, si on revient à la théorie, les poutres continues, c'est des poutres qui ont des appuis sous forme de rotules, ou même des encastrements, si je puis dire. Et là, si on va vers robot, euh, on peut jouer sur les relâchements entre des différents travées pour dire quelque part à l'outil que ça, c'est une poutre appuyée sur plusieurs appuis. Enfin, c'est une poutre continue, aussi c'est une poutre isostatique. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de formule magique pour dire que ça, c'est une poutre continue, comme on peut le dire sur la théorie, mais il y a quelques méthodes de contournement, quelques astuces qu'on peut utiliser. Mais dans Revit et dans Robot, lorsque je modélise chaque travée à part, je suis en train de produire des poutres isostatiques. Mais dans Robot, si je joue sur le relâchement au niveau de chaque nœud de ces poutres-là, là, je suis en train de modéliser aussi des poutres continues. Donc, c'est vrai que aussi la théorie du béton armé aux états-limites, hein, le BAE, stipule que on a des rotules et on a des appuis, on va dire, simples et doubles au niveau du béton, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec l'exécution. Hein. Le béton, c'est un élément continu. Il n'y a pas de rotule, il n'y a pas de rotule parfaite ou d'appui simple parfait dans le béton. On va juste couler le béton, ajouter des armatures. Donc ça, c'est vraiment une partie théorique. Malheureusement, c'est un autre sujet de débat. Mais c'est vrai que c'est un conflit qu'on a généralement entre les outils qu'on va utiliser pour les calculs et modélisation et ce qu'on fait réellement sur chantier. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. Bien sûr, si vous en avez par la suite, n'hésitez pas à les poser, à envoyer les questions. On a aussi la chaîne YouTube, on a une page Facebook et une page sur LinkedIn aussi, où vous pouvez très bien venir nous poser des questions, bien sûr, aucun problème. Comme vous pouvez très bien nous envoyer des emails, il n'y a aucun souci. Alors, il y a une question, pourquoi avoir supprimé le module CBS? Très, très bonne question. Alors, Autodesk a supprimé CBS parce que c'est un développement en plus pour l'éditeur de logiciels, déjà, ça c'est un point. Deuxième point, c'est que CBS et Revit commencent à devenir de plus en plus similaires. Donc, ce qu'on peut faire dans CBS, on peut le faire dans Revit. Malheureusement, on ne peut pas faire de calcul dans Revit comme on pouvait le faire dans CBS. On pouvait faire des calculs de statique équivalente, statique simple, descente de charge. On peut faire ça dans Revit à une certaine limite, mais je pense plutôt que c'est côté développement. C'est pour ça que CBS a été arrêté par Autodesk, pour plutôt garder Revit comme l'outil incontournable de modélisation de bâtiments. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Oui, c'est vrai que Autodesk, lorsqu'elle a arrêté le développement de CBS, c'était dans la vision d'intégrer toutes les fonctionnalités qu'on avait dans CBS dans Revit.
pour dire que Revit va remplacer à 100% ce qu'on pouvait faire sur CBS dans le futur. Il faut savoir que cette année, Autodesk elle se concentre vraiment sur le métier de la structure, sur le secteur de la construction du bâtiment. Ils l'ont confirmé à haute voix lors de la dernière conférence qu'ils ont organisée à Barcelone en avril, où ils ont confirmé que, on va dire, la concentration, on va dire, ou l'orientation de développement d'Autodesk dans le futur, c'est dans la structure de bâtiment. Donc, ils vont revenir se concentrer sur les métiers de la structure dans Revit et aussi dans Robot et dans d'autres logiciels qui sont concernés par ce métier-là. Donc là, mon collègue Christian vous a dit que si vous voulez avoir l'enregistrement, merci d'envoyer un email à l'adresse qu'il a spécifiée, christian@ideat.mu. Donc, vous veuillez bien noter cette adresse email et lui envoyer un email pour, si vous avez des questions, bien sûr, à poser et aussi pour avoir le lien d'enregistrement de cette séance-là. Je pense qu'on n'a plus de questions. De toute façon, comme je vous ai dit, si vous en avez dans le futur, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Il n'y a aucun problème. Je vous remercie pour le temps et l'attention que vous avez accordé à cette session-là. J'espère que ça a été très, très bénéfique pour vous. Et on vous donne rendez-vous mi-septembre. On va vous spécifier une date très prochainement où on va faire la suite de cette séance-là. On va traiter votre thème. Voilà. Donc, je vous remercie. Christian, tu veux ajouter quelque chose? Non, merci. Merci Nourdine, merci à tout le monde qui a participé. Oui, c'est tout de ma part, merci. OK, donc encore une fois, merci à tous et bonne journée et à la prochaine. Bonne journée. Ouais, merci. Merci à tous, au revoir.